Le docteur prépare le corps d'une fille pour la crémation, mais il voit une larme couler sur sa joue et crie « Arrêtez tout !» La pièce était froide. Les lumières blanches de l'hôpital ne donnaient pas de chaleur, elles rendaient juste tout plus pâle. Le four crématoire était déjà allumé, faisant un bruit grave et constant, comme si un animal respirait à l'intérieur du mur. L'horloge indiquait 9h40. L'air était lourd. Le corps de la fille gisait là, immobile, recouvert jusqu'à la poitrine d'un drap blanc. Elle était trop petite pour cette civière métallique. Le nom Nayara Lopez était écrit sur un bout de papier jauni collé dans le coin du drap. Le technicien Xavier, le visage en sueur, arrangeait les papiers sur la table, essayant de faire comme si c'était un jour normal, un corps parmi tant d'autres. « Docteur, tout est prêt pour commencer », demanda-t-il sans lever les yeux. « Attends 1 minute », répondit Marc, le médecin, d'une voix basse et distraite. Il s'approcha lentement. Le drap avait un petit pli au niveau des épaules de la jeune fille. Marc le lissa, un geste simple et automatique, mais son cœur se serra. Sa peau n'avait pas cette teinte grise qu'il connaissait si bien. Il y avait une lueur étrange, presque vivante, qui reflétait la lumière froide du plafond. Il fronça les sourcils et se pencha un peu plus près. Xavier le regarda avec inquiétude. « Docteur, le four est déjà chaud. J'ai besoin de votre signature. » Marc ne répondit pas. Il resta là, à fixer le visage de la fille. L'air semblait emprisonné dans la pièce. Marc marmonna « Prête-moi la lampe de poche. »« Pourquoi ? Donne-la-moi, c'est tout. » Le technicien perplexe obéit. Marc alluma la lampe de poche et dirigea la lumière vers le visage de la fille, puis il le vit. Un petit reflet humide au coin de son œil gauche qui, pendant une seconde, lui fit croire à un reflet, mais le reflet bougea et grandit. Le docteur cligna des yeux, incrédule. La goutte tomba lentement, obstinément, roulant sur sa joue pâle jusqu'à son menton. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il, presque sans voix. « C'est une larme. » Xavier pâlit. « Quoi ? Une larme ?» répéta Marc d'un ton ferme. « Tu la vois, n'est-ce pas ?» Le technicien s'approcha, les yeux écarquillés. Toute la pièce semblait avoir retenu son souffle. Le four était toujours allumé, mais son bruit semblait désormais lointain, comme si le monde avait baissé le volume. La larme tomba lentement et tacha le drap blanc. Marc recula d'un demi-pas, le cœur battant à tout rompre. La raison lui disait que c'était impossible, mais son instinct lui disait le contraire. Il toucha le pouls de la jeune fille d'une main tremblante, juste pour confirmer ce qu'il ressentait déjà dans sa poitrine. Et il sentit un pouls faible, presque imperceptible, mais vivant. Ses yeux se rempliront de larmes. « Arrêtez tout de suite !» cria-t-il. « Éteignez le four immédiatement. »« Tokyo !» Javier trébucha sur ses propres pieds, pris de panique. « Et maintenant ?» répéta Javier. Marc se pencha sur la fille. « Elle est en vie. » Le technicien courut vers le panneau de commande et éteignit rapidement tout. Le bruit de la machine s'arrêta et le silence envahit la pièce. Marc colla son oreille contre la poitrine de la fille. Son cœur battait lentement, mais il battait. Il leva les yeux, les larmes aux yeux, et murmura « Tiens bon, petite, il y a encore du temps. » Mais quelques jours auparavant, le bruit du vent qui entrait par la fenêtre était la seule chose vivante cet après-midi-là. Les rideaux fins bougeaient lentement, et le soleil fatigué dessinait des rayures dorées sur le sol. Nayara était là, dans le même coin que d'habitude, assise sur un vieux tabouret en bois, les cheveux tombant sur ses épaules, raides et un peu emmêlés. Elle avait le visage d'une fille qui avait grandi trop vite, mais sans force. La fenêtre donnait sur un chemin de terre couvert de poussière rouge et imprégné de l'odeur de la pluie ancienne. Les enfants du quartier couraient dehors en riant, tapant dans un ballon fait de vieilles chaussettes. Nayara les regardait et souriait, mais ne bougeait pas. Son corps semblait très lourd, comme si chaque respiration était un effort. Sur le mur, il y avait une étagère avec des jouets qu'elle n'utilisait plus. Un ours sans œil, une poupée sans bras. Mais sur la table, il y avait quelque chose qu'elle touchait toujours. Une pile de vieux magazines, des coupures de journaux, des dessins au crayon, tous sur le même thème. La mer, les vagues, les poissons, les baleines, les bateaux. Elle collectionnait des images de la mer comme d'autres collectionnent des rêves. Nayara, la voix douce de sa mère venait de la cuisine, un peu fatiguée. « Tu ne vas rien manger, ma fille ?» Elle ne répondit pas. Elle déplaçait les papiers du bout des doigts, distraite. Sa mère est apparue dans l'embrasure de la porte, son tablier taché de sauce. Romina était une femme simple, au regard doux, mais au visage plein d'inquiétude. « Encore ces dessins ?» a-t-elle demandé avec un léger sourire. «
Tu devrais aller jouer dehors avec les filles. » Nayara a levé les yeux, un peu perdue. « Je ne veux pas, maman, je suis bien ici. » Romina s'approcha et posa sa main sur son épaule. « Tu es pâle, ma fille. On dirait que tu n'as pas bien dormi. »« J'ai dormi, » dit-elle doucement, presque dans un murmure. « Je suis juste fatiguée. » Puis vint ce silence que seules une mère et sa fille peuvent comprendre. Romina prit une profonde inspiration et repoussa les cheveux de la jeune fille derrière son oreille. « Tu sais, j'ai rêvé qu'on était sur un bateau. La mer était si bleue, ma vie si belle. » Les yeux de Nayara se mirent à briller, et pendant un instant, son visage s'illumina de bleu comme dans le film The Blue Whale. « Juste comme ça, » dit sa mère en riant. « Et tu as tellement ri. » Nayara sourit, mais ce fut un sourire bref, comme si elle avait peur de s'attacher à cet instant. Après le départ de sa mère, la jeune fille regarda à nouveau par la fenêtre. Dehors, un groupe d'enfants criait « But !» et un chien aboyait. Nayara leva un peu la tête et sentit le vent. Le vent sentait la terre humide et les feuilles, et en arrière-plan, elle aurait juré sentir le sel de la mer, même si elle n'avait jamais vu la vraie mer. Elle attrapa un cahier bleu et l'ouvrit à une page avec des dessins de coquillages. Elle prit un petit crayon aux extrémités mordillées et commença à dessiner. Elle dessina un petit bateau flottant sur les vagues. Au milieu, elle dessina une fille aux cheveux au vent. « Un jour, je verrai la mer », écrivit-elle en petites lettres dans le coin de la page. Sa mère repassa dans le couloir et entendit une toux. « Nayara, tu tousses encore. »« Ce n'est rien, » répondit rapidement Nayara en cachant le cahier sur ses genoux. « Tu dis toujours que ce n'est rien. Tu m'inquiètes, ma fille. » Nayara la regarda avec douceur. « Ne t'inquiète pas, je suis juste fatiguée, mais ça passe. » Romina soupira, pas très convaincue. « Je vais dire à ton père de t'emmener chez le médecin demain. » La fille acquiesça, mais ses yeux retournèrent à la fenêtre. Dehors, le ciel commençait à changer de couleur. L'orange devenait rose, et le rose se mélangeait à un bleu comme celui que son père dessinait toujours. Son père rentra du travail peu après, en sueur, sentant l'atelier, avec un sourire fatigué. « Regarde ma petite peintre, » dit-il en regardant les dessins. « Tu vas devenir artiste, hein ?» Elle rit doucement. « Ce n'est pas de la peinture, papa, c'est la mer. La mer. » Il s'assit à côté d'elle, curieux. « Mais tu n'as jamais vu la mer. »« Je sais, » dit Nayara d'un ton ferme mais calme. « Mais je la sens ici. » Et elle posa sa main sur sa poitrine. Balthazar la regarda, ne sachant pas quoi dire, puis passa son bras autour d'elle et la serra doucement dans ses bras. « Un jour, je t'emmènerai la voir, oui, je te le promets. » Elle le regarda avec de grands yeux brillants. « Tu le promets vraiment ? » ?»« Je te le promets, » dit-il, avec ce sourire en coin de quelqu'un qui veut croire que tout ira bien, et elle le crut. Parce que quand on est enfant, les promesses de ses parents ont encore le parfum de la vérité. La nuit tomba lentement. La lumière des réverbères brillait à travers la fenêtre, mêlée au chant des criquets et à une vieille radio qui diffusait une chanson triste. Nayara posa son front sur la vitre froide et fixa le vide à l'extérieur. La lune se reflétait dans les flaques d'eau laissées par la pluie de l'après-midi, et dans cette lueur argentée, elle imagina la mer, le bruit des vagues, le vent sur son visage, l'eau entre ses orteils. Elle sourit, fatiguée mais le cœur plein. C'était une fille calme, certes, mais à l'intérieur, il y avait du bruit, le bruit de la mer qu'elle rêvait de connaître. Don Balthazar regarda sa fille. « Ma fille, » commença-t-il d'une voix basse et hésitante, « tu ne joues presque plus dans la rue. Qu'est-ce qui ne va pas, Nayara ?» Elle leva lentement les yeux, ses grands yeux bruns brillant d'une lueur triste et terne. Elle esquissa un léger sourire sans montrer ses dents. « Rien, papa. Je suis juste fatiguée. » Il soupira. « Fatiguée de quoi, ma fille ? Tu ne fais rien de pénible. » Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas, j'ai juste très sommeil. » Balthazar regarda Romina, qui faisait la vaisselle dans la cuisine. Les deux échangèrent un rapide regard, de ceux qui en disent long sans avoir besoin de mots. Il passa sa main dans ses cheveux et s'approcha de sa fille. « Tu es très pâle, ma chérie, et tes mains sont froides, » dit-il en prenant ses petites mains dans les siennes pour essayer de les réchauffer. « Tu es glacée. » Nayara rit doucement, mais tristement. « J'ai toujours été comme ça, papa. » Il secoua la tête avec impatience. « Ce n'est pas vrai. Avant, tu courais partout dans la maison et tu peignais le visage de ta mère avec des feutres. Maintenant, on dirait que même respirer te fatigue. » La jeune fille détourna le regard, se concentrant sur le dessin devant elle. Elle dessinait un hippocampe, mais sa main tremblait et le crayon s'écartait un peu de la ligne. « Ne t'inquiète pas pour moi, papa, » dit-elle à voix basse. « Je veux juste me reposer un peu. » Il resta silencieux pendant quelques secondes, les yeux fixés sur le sol. « Parfois,
Je ne te comprends pas, Nayara. Sa voix semblait brisée. Quand j'étais enfant, si je restais silencieux comme ça, mon père disait que je faisais un caprice. Mais toi, tu ne sembles pas en colère. Tu sembles distante. Elle leva le visage et, l'espace d'un instant, son expression sembla trop sérieuse pour une fille de 13 ans. « Je réfléchis beaucoup, papa. À quoi penses-tu ?»« À tout, » répondit-elle simplement, sans vouloir s'expliquer. Balthazar essaya de sourire. « Oh, ma fille, les enfants devraient penser à jouer, pas à tout. » Nayara rit un peu, comme un petit souffle. « Je ne sais pas bien jouer, papa. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Un lourd silence envahit la pièce, seulement rompu par le goutte à goutte du robinet de la cuisine. Romina ferma le robinet et s'essuya les mains sur son tablier. « Balthazar, laisse la petite tranquille un moment, » dit-elle pour le calmer. « Elle est fragile. »« Fragile ? Pourquoi ?» répondit-il, agacé. « Elle mange bien, elle dort bien. Elle n'a aucun problème. » Il se tourna à nouveau vers elle, la voix plus douce. « Explique-moi, Nayara, pourquoi tu as l'air de souffrir du monde ?» Elle haussa les épaules, les yeux remplis de larmes, mais sans pleurer. « Parfois, j'ai l'impression que mon cœur bat lentement, papa, comme s'il allait s'arrêter, mais ensuite, ça passe. » Balthazar se figea. « Comment ça, comme s'il allait s'arrêter ? Tu aurais dû m'en parler. Je ne veux pas t'inquiéter, » murmura-t-il, à peine audible. Il prit une profonde inspiration, essayant de ne pas perdre le contrôle. Il s'agenouilla devant elle et lui prit doucement le visage entre ses mains, comme s'il s'agissait d'un oiseau blessé. « Regarde-moi, ma fille, tu es tout ce que j'ai. Si quelque chose ne va pas, on va y remédier, je te le promets. » Elle acquiesça lentement, essayant de sourire. « Je sais, papa. » Romina arriva avec un verre d'eau et un comprimé. « Prends ça, ma fille. Le médecin a dit que c'était pour le mal de tête. » Nayara prit le verre à deux mains, mais elle mit beaucoup de temps à le boire. Son père observait chacun de ses mouvements, comme s'il cherchait quelque chose de caché dans ses yeux. Plus il la regardait, plus il avait peur. Après avoir pris le médicament, elle s'allongea sur le canapé. Balthazar attrapa une fine couverture et la couvrit jusqu'au cou. Il s'assit à côté d'elle sans rien dire, caressant lentement les cheveux de sa fille d'un geste automatique, plein d'amour et de tristesse. La radio continuait à diffuser doucement une vieille chanson triste. Balthazar s'est adossé au dossier du fauteuil et a regardé le plafond, les yeux remplis de larmes. Il s'est murmuré « Si je pouvais soulager cette douleur, ma fille, je le ferais. » Il est là, il restait là, à écouter le bruit du vent qui entrait par la fenêtre, la respiration douce de la jeune fille, le cœur d'un père qui se serrait sans savoir pourquoi. La chambre de Nayara était petite, mais elle avait une âme. Les murs, autrefois blancs, étaient maintenant recouverts de coupures de vieux magazines, de brochures, de morceaux de journaux jaunis, de vagues géantes, de bateaux, de dauphins sautants, de ce bleu qu'elle n'avait jamais vraiment vu auparavant. C'était toute une mer emprisonnée dans une petite pièce de quelques mètres carrés. Dans un coin, il y avait une boîte à chaussures remplie de coquillages que son père lui avait rapportés lors de ses courts voyages professionnels. Des coquillages achetés dans des marchés au bord de la route, mais qu'elle gardait comme des trésors. Elle les touchait chacun avec soin, comme si le bruit de la mer était encore enfoui à l'intérieur. Chaque soir avant de s'endormir, Nayara prenait le même vieux magazine, dont la couverture représentait une baleine grise sautant à la surface, passait ses doigts sur l'image et souriait toute seule. « Tu crois que ça fait mal de respirer là-dessous ?» demanda-t-elle un jour, en regardant sa mère qui pliait des vêtements sur le lit. Romina rit sans vraiment comprendre. « Comment ça, ma chérie, au fond de la mer ?» Nayara répondit pensivement. « Les baleines respirent à l'extérieur, n'est-ce pas ? Mais elles vivent là-dessous. Ça doit être bizarre, non ?» Sa mère s'assit à côté d'elle et lui caressa les cheveux. « Et pourquoi tu t'intéresses autant à la mer, hein ?» La petite fille haussa les épaules. « Je sais pas. Je trouve ça beau. C'est grand. Ça a l'air libre. » Romina regarda autour d'elle la pièce bleue et soupira. « Tu devrais vouloir connaître des gens, pas des poissons, ma fille. » Nayara rit doucement. « Les poissons ne se battent pas, maman. » Romina eut un petit rire, mais celui-ci se transforma rapidement en soupir. Elle réalisa à quel point sa fille vivait dans son propre monde. Un monde où personne ne criait, où personne n'était malade, où personne n'était pressé, juste la mer calme et infinie. Un après-midi chaud, Balthazar rentra à la maison avec un cadeau, une petite radio portable rose. « Regarde ce que j'ai trouvé dans l'atelier », dit-il avec enthousiasme. « Elle marche encore. » Nayara la prit avec précaution, comme s'il s'agissait d'un petit animal fragile, tourna le bouton et écouta les bruits, les voix, les chansons,
jusqu'à ce qu'elle trouve une station qui diffusait un documentaire sur l'océan. Le narrateur parlait lentement, décrivant le son des baleines, la taille des requins, le froid des profondeurs. Elle resta immobile, écoutant chaque mot comme s'il s'agissait de poésie. À la fin de l'émission, elle prit une profonde inspiration et regarda son père. « Papa, à ton avis, quelle est l'odeur de la mer ?» Il réfléchit un instant. « Le sel, le vent et la liberté. »« dit. Elle ferma les yeux et sourit. La liberté devait sentir bon. Dans les jours qui suivirent, Nayara a commencé à regarder tous les documentaires qu'elle pouvait trouver sur la petite télé du salon. Elle était fascinée par les sons des dauphins et la douceur de l'eau. Elle passait des heures à copier des dessins de poissons, de tortues et de coraux. Parfois, elle était tellement absorbée qu'elle ne voyait même pas le temps passer. Romina la regardait de loin avec un mélange de tendresse et de crainte. « Nayara, tu ne te lasses pas de toujours regarder la même chose ?» Elle ne répondit pas sans quitter l'écran des yeux. « C'est juste que chaque fois que je le regarde, je vois quelque chose de différent. » Son père, voulant se joindre à la conversation, plaisanta. « Et si je t'emmenais voir ça en vrai ? Je parie que tu t'enfuirais de la mer dès la première vague. » Elle secoua la tête avec un sourire obstiné. « Je veux juste la voir de près. Je n'ai pas besoin d'aller dans l'eau. Tu as peur ?» la taquina-t-il en riant. Nayara marqua une petite pause avant de répondre. « Je pense que oui, mais c'est une peur agréable. » Balthazar ne comprenait pas comment la peur pouvait être agréable, ma fille. Elle le regarda tendrement, avec un calme qui semblait adulte. « Je ne veux pas briser mon rêve si j'y vais et que c'est différent. Peut-être que la mer me paraîtra plus petite. » Romina, debout à la porte, entendit ces mots et sentit un frisson la parcourir. Parfois, Nayara parlait d'une manière qui donnait plus de profondeur au monde. Une nuit, il y eut une coupure de courant au Texas. La maison était plongée dans le noir, seule la lune brillait à travers la fenêtre. Nayara alluma une bougie et s'assit par terre à côté du lit. Elle prit un de ses coquillages et le porta à son oreille. « Écoute, maman, » dit-elle en souriant, « tu peux entendre la mer. » Romina s'accroupit aussi et le porta à son oreille. « Je n'entends rien, ma chérie. Écoute attentivement, ferme les yeux. » Et pendant un instant, sa mère entendit un bruit doux et continu qui aurait pu être le vent ou la mer essayant de parler. « C'est le son qui reste coincé dans les coquillages, » dit Nayara, ravie. « Il ne disparaît jamais. » Romina ravala ses larmes. « Tu parles comme si tu connaissais vraiment la mer. »« Je la connais, » répondit-elle fermement, « mais je ne l'ai pas encore vue. » Cette nuit-là, Nayara dormit en serrant la boîte de coquillages dans ses bras. Dans son rêve, elle était dans un petit bateau, se balançant doucement avec le vent sur son visage et le bruit des baleines au loin. Dehors, son père et sa mère étaient dans la cuisine, observant la chambre à travers une fente dans la porte. Romina murmura « Elle parle tellement de la mer qu'on dirait que son cœur y vit. » Balthazar sentit ses yeux se remplir de larmes. « Et si c'est là qu'elle veut vivre, laisse-la avoir sa mère, Romina, sa façon de respirer. » La bougie s'éteignit lentement, et la chambre fut plongée dans l'obscurité, avec pour seule lumière la lueur des étoiles au plafond et le bruit lointain d'une fille qui rêvait de la mer. La nuit était lourde, la chaleur avait disparu, et le vent qui entrait par la fenêtre apportait un froid humide qui collait à la peau. Romina ferma lentement le rideau en essayant de ne pas faire de bruit. Elle regarda le lit et vit Nayara recroquevillée sous le drap, le visage rouge et les cheveux collés au front. « Pourquoi transpires-tu autant, ma chérie ?» dit-elle doucement. « Tu as encore de la fièvre. » Nayara ouvrit les yeux avec effort. Ils étaient fatigués mais vifs. Elle essaya de sourire. « Je vais bien, maman. C'est juste la chaleur. » Romina s'assit sur le bord du lit et posa sa main sur le front de sa fille. Il était brûlant. Son cœur se serra. Elle prit le linge humide dans le seau à côté d'elle et essuya lentement le front de la fillette, comme elle le faisait quand elle était bébé. « Tu es brûlante, mon amour. Demain, je t'emmènerai à l'hôpital. » Sa voix tremblait. « Ça devient incontrôlable. » Nayara ferma les yeux. « Ce n'est pas nécessaire, maman. Ils disent toujours que ce n'est rien. Je me fiche de ce qu'ils disent, » répondit-elle fermement. « Je suis ta mère et je sens quand quelque chose ne va pas. » Silence. Seul le bruit du chiffon essoré dans le seau se faisait entendre. Dehors, un chien aboyait et le vent claquait le portail. La maison semblait respirer avec elle, lentement, tendrement. Nayara tourna son visage vers le mur recouvert de coupures de presse sur la mer. Les vagues semblaient bouger sous la douce lumière du projecteur.
Sa voix sortit doucement, presque comme un soupir perdu dans l'air. « Maman, je peux te demander un truc ?»« Bien sûr, ma chérie. » Romina se pencha pour ajuster le drap. « C'est quoi ? J'aimerais voir la mer un jour. » Elle fit une petite pause, cherchant son souffle. « Mais si je ne me réveille pas… » Romina l'interrompit, effrayée. « Hé, qu'y a-t-il » Nayara sourit un peu comme pour calmer sa mère. « C'est juste un oui, maman. Si je ne me réveille pas, tu peux jeter mes cendres dans la mer. Je l'ai vu dans un film. » Romina sentit sa poitrine se serrer et l'air se bloquer dans sa gorge. Elle essaya de rire nerveusement. « Ne sois pas bête, ma fille. Quelle mer ? Quelle cendre ? Tu vas te réveiller. Bien sûr que tu vas guérir. » Mais Nayara insista d'une voix calme, presque douce. « Je suis sérieuse, maman. Je veux que la mer me voie, même si c'est comme ça. » Les yeux de Romina se remplirent de larmes. Elle se détourna un instant pour les cacher, faisant semblant d'attraper le verre d'eau. « Tiens, bois un peu. Allez. » Sa voix tremblait. La jeune fille prit une petite gorgée et sourit. « C'est froid, comme doit l'être la mer. » Romina lui prit fermement la main et le silence revint. L'horloge murale indiquait un peu plus de 11 heures. Le temps semblait s'écouler lentement. « Promets-moi que tu arrêteras de parler comme ça ?» demanda Romina, les larmes coincées dans la gorge. « Tu vas voir la mer, vivante. Tu m'as entendu ? Vivante. » Nayara serra la main de sa mère d'un geste faible. « Je te le promets. Mais si je ne peux pas y aller, prends ce qui reste de moi. Oui, juste pour qu'il puisse me connaître aussi. » Romina ne put retenir ses larmes. Elles coulèrent. « Arrête, ma fille, s'il te plaît, maintenant. » Nayara se tut et fixa le plafond, le regard perdu. La lumière clignota une fois, puis se ralluma. Elle prit une inspiration lente et profonde, sa poitrine se soulevant avec effort. « Maman, est-ce que la mer fait du bruit quand elle dort ?» demanda-t-elle doucement. Romina retint ses larmes et sourit à travers elles. « Sûrement, tout comme toi qui grogne et rêve. » La jeune fille esquissa un faible sourire. « Alors peut-être que je l'entendrai aujourd'hui. » Romina lui caressa les cheveux, écartant les mèches collées à son front. « Dors, mon amour. Demain sera un jour meilleur. » Nayara ferma lentement les yeux. La pièce devint silencieuse, à l'exception du doux bruit de sa respiration. Romina resta assise là, fixant la bougie allumée, le vent qui frappait contre la fenêtre, le chiffon humide dans le seau désormais froid. Elle songea à se lever, mais n'y parvint pas. Elle resta là, tenant la main de sa fille, craignant de la lâcher, tout en lui caressant le visage et en répétant à voix basse, presque comme une prière, « Tu verras la mer, mon amour. Oui, tu la verras. » Elle resta ainsi pendant des heures sans dormir, le cœur serré et envahi par une peur indéfinissable. Dehors, le vent soufflait fort, ressemblant aux vagues lointaines que Nayara rêvait tant d'entendre. Le soleil n'était pas encore complètement levé, et la maison était enveloppée de ce silence qui précède le jour, quand l'air est lourd et que le temps semble ne pas presser. Romina se réveilla avec une sensation étrange, de celles qui ne font pas de bruit, mais qui font mal à l'intérieur. Elle s'assit dans son lit et resta là quelques secondes, essayant de comprendre la raison de ce nœud dans sa poitrine. Romina murmura en regardant son mari, qui dormait encore, épuisé. Elle se leva lentement, ses pieds froids touchant le sol glacé. Elle passa ses mains sur son visage et se rendit dans la chambre de sa fille, poussant la porte avec précaution pour ne pas la réveiller. La lumière du matin filtrait à travers les interstices des fins rideaux bleus. La pièce sentait les médicaments et les vêtements propres. Nayara était allongée dans la même position que d'habitude, le drap remonté jusqu'au cou, les cheveux éparpillés sur l'oreiller. Romina sourit légèrement, soulagée, et s'approcha d'elle. « Ma chérie, réveille-toi, c'est l'heure de prendre tes médicaments. » Sa voix était douce mais fatiguée. Pas de réponse. Pensant que la petite dormait encore, elle fit un pas de plus, s'assit sur le bord du lit et posa sa main sur son bras. La peau était froide, très froide. Romina fronça les sourcils, surprise, et toucha le visage glacé de la petite. Elle colla son oreille à sa bouche. Rien, aucun bruit, aucun souffle. Romina dit plus doucement, « Réveille-toi, ma chérie. » Silence. La mère posa 2 doigts sur le cou de la fille, cherchant son pouls. Elle chercha à nouveau, plus fort, tremblante. « Non, non, non » murmura-t-elle, la voix brisée. Son cœur battait à toute vitesse. Elle sentit son corps s'affaisser, comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Elle bougea la fille avec précaution. La voix de Nayara s'éleva, pleine de désespoir. « Nayara, réveille-toi, s'il te plaît. » Balthazar apparut à la porte, encore à moitié endormi, se frottant les yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» Romina se tourna vers lui, pâle. « Elle ne respire pas. »
Il courut vers le lit, le visage complètement transformé. Non, non, c'est une blague. Il toucha le visage de sa fille et sentit la glace. Mon Dieu, Nayara. Il commença à la secouer désespérément. Ma fille, allez, réveille-toi. Regarde-moi, regarde-moi. Romina pleurait, essayant d'appeler les secours, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle laissa tomber son téléphone portable. Elle allait bien hier. Balthazar n'avait qu'un peu de fièvre. Ce n'est pas possible, répétait-il, hors de lui. Les minutes qui suivirent lui semblèrent une éternité. Romina criait le nom de sa fille. Le téléphone tomba par terre. Le père essaya d'appuyer sur sa petite poitrine, ne sachant pas quoi faire. Le bruit de sa respiration se mêlait aux cris de la mère. L'horloge indiquait 7h20 lorsque la sirène retentit dans la rue. 2 ambulanciers se précipitèrent avec des sacs, du matériel, des gants. Romina était appuyée contre le mur, les jambes faibles. « Elle ne respire pas !» cria Balthazar désespérément. « Faites quelque chose, s'il vous plaît !» Les ambulanciers s'approchèrent. L'un d'eux a posé son stéthoscope sur la poitrine de la fillette, puis a vérifié son pouls, ses yeux, sa température. Ils se sont regardés avec des regards rapides, froids et professionnels. « Depuis combien de temps est-elle comme ça ?» a demandé le plus âgé. Romina a bégayé. « Je ne sais pas, je viens d'arriver. Elle dormait. » L'homme a pris une profonde inspiration et a secoué lentement la tête. « Je suis désolé, Madame Lopez. » Il lui a attrapé le bras. « Comment ça ? Je suis désolé. » « Réessayez. Ce n'est qu'une enfant, » a-t-elle crié, les larmes coulant sur son visage. « S'il te plaît, essaye encore. » Le secouriste regarda son collègue et baissa la voix. « Il n'y a aucun signe vital. Les pupilles sont dilatées, elle est rigide. C'est récent, mais c'est déjà... » Il hésita, regardant la mère. « C'est trop tard. » Romina tomba à genoux. Un son sortit de sa bouche, un cri qui ne semblait pas humain, déchiré, plein de douleur. Balthazar recula d'un pas, les mains sur la tête, le regard perdu. « Non, non, elle allait bien hier », répétait-il sans cesse, comme si le dire pouvait changer ce qu'il voyait. La pièce semblait plus petite, étouffante, le bruit des gants, la fermeture de la trousse médicale, les pleurs de la mère remplissant les murs, l'un des ambulanciers écrivant quelque chose sur un bout de papier d'une voix neutre, probable arrêt cardiaque, cause naturelle. Romina leva son visage baigné de larmes. « Naturel ?» cria-t-elle. « Naturel ? C'est pour les enfants de jouer, courir, rire. Ce n'est pas naturel. » Balthazar s'appuya sur le lit et prit la main froide de sa fille. Il fixait ses doigts fins désormais sans couleur. Son corps tremblait de partout. « Ma fille » murmura-t-il en posant son front contre le sien. « Si j'avais su que c'était la dernière nuit, je serais resté à tes côtés tout le temps. » Romina s'est approchée lentement et les a enlacés tous les deux. Et ils sont restés ainsi, père, mère et fille, dans un lourd silence qui coupait l'air. Dehors, le jour commençait vraiment à poindre. Le soleil tapait sur les murs de la maison, entrant par les fissures, illuminant la pièce, mais à l'intérieur, tout était froid, tout était gris. Romina passa ses doigts dans les cheveux de sa fille et murmura d'une voix brisée. « Tu voulais voir la mer, mon amour. » Et elle pleura et pleura jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de force. Elle pleura jusqu'à ce que son corps ne réponde plus. Pendant ce temps, Balthazar fixait le plafond, incapable de comprendre comment le monde pouvait continuer de tourner alors que le cœur de sa fille s'était arrêté. Le silence dans la maison était lourd. On n'entendait rien, pas même les oiseaux qui venaient toujours sur le mur le matin. L'horloge de la cuisine marquait le temps comme une torture, tic-tac, leur rappelant que le monde continuait de tourner même si le leur s'était arrêté. Romina était assise à table, une tasse de café froid dans les mains, le regard perdu, les yeux cernés, le corps tout entier endolori, chaque respiration lui demandant un effort. De l'autre côté de la table, Balthazar fixait le sol, ses mains rugueuses serrant un mouchoir froissé. Personne ne disait rien. L'air avait un goût de fer et de larmes retenues. Sur la table se trouvait un cahier bleu ouvert, le cahier de Nayara. Dans le coin de la page, dessiné au crayon de couleur, il y avait une mer calme, pleine de petites vagues, et en dessous, d'une écriture bancale, était écrite la phrase « Un jour, je veux voir la mer ». Romina passa ses doigts sur le dessin comme si elle pouvait y sentir le sel de l'eau. Les larmes coulaient sans crier gare, tombant sur le papier et faisant couler l'encre. Elle serra le cahier contre sa poitrine et pleura doucement, comme si elle ne voulait réveiller personne. Balthazar se leva lentement, s'approcha d'elle, s'arrêta derrière elle et posa ses mains sur les épaules de sa femme. « Je ne sais pas quoi faire, » dit Romina, la voix brisée. « Je ne sais pas comment enterrer une fille. » Elle tourna son visage vers lui,
les yeux rouges, le nez mouillé. « Moi non plus, répondit-il d'une voix faible, mais je sais ce qu'elle a demandé. » Balthazar cligna lentement des yeux, perplexe. « Que veux-tu dire ?» Romina ouvrit le cahier à la dernière page. Un article de magazine y était collé, représentant une femme jetant une poignée de cendres dans le vent devant la mer. En dessous, la fille avait écrit de sa main « Si je vais au paradis, je veux que la mer le sache. » C'est ce qu'elle m'a dit, continua Romina en ravalant ses larmes. Cette nuit-là, elle a dit que si elle ne se réveillait pas, on devrait disperser ses cendres dans la mer. Balthazar se prit la tête entre les mains. Il secoua vigoureusement la tête. « Je ne veux pas penser à ça. Je ne veux pas qu'elle se transforme en cendre. » Romina s'est levée et a pris son visage entre ses mains tremblantes. Elle l'aimait. Balthazar était son rêve. Il était tout ce dont elle parlait. La mer était la seule chose qu'elle nous ait demandé. Il a pleuré comme un enfant. De grosses larmes tombaient sur le sol. Je lui avais promis de l'emmener voir la mer de son vivant, et maintenant, elle s'était étouffée. Maintenant, seuls ses restes la verront. Romina serra son mari dans ses bras. Ils restèrent là, accrochés l'un à l'autre, s'appuyant sur le peu qui leur restait. Leurs pleurs remplirent toute la maison, des pleurs sans consolation. Quand ils réussirent à respirer à nouveau, elle parla sans le regarder. « J'ai déjà parlé aux pompes funèbres. Ils vont tout préparer. » Balthazar leva le visage, le regard perdu. « Incinère-la, » répondit Romina d'une voix ferme mais brisée. « On va faire ce qu'elle voulait. » Il se dirigea vers la chambre de sa fille, chaque pas comme un couteau qui lui transperçait la poitrine. La pièce sentait encore le savon et le papier. L'oreiller était enfoncé, la couverture pliée sur la commode, la petite boîte de coquillages. Il l'ouvrit avec précaution, écoutant le bruit à l'intérieur comme s'il cherchait la voix de Nayara. « Écoute ma fille, » murmura-t-il avec un sourire triste. « Je t'entends, je sais que tu es là. » Romina entra lentement et se tint dans l'embrasure de la porte, regardant cet homme grand et fort brisé devant une petite boîte de coquillages. Elle ne dit rien, s'approcha simplement et prit un coquillage, le serrant entre ses doigts. « Quand on arrivera à la mer, je vais en laisser un avec toi, » murmura-t-elle, « pour qu'il sache qui tu étais. » Balthazar ferma les yeux. « La mer emportera ce qui reste d'elle, mais je ne pourrai jamais la laisser partir. » Romina pleura à nouveau, et il la serra dans ses bras. Ils se balancèrent lentement dans un silence rempli de douleur. Plus tard, assis côte à côte sur le lit, ils regardèrent une petite valise contenant une simple robe bleu clair, la préférée de Nayara, et une fleur en papier qu'elle avait fabriquée elle-même. Romina caressa le tissu comme s'il s'agissait de peau. « Elle sera magnifique, » murmura-t-elle, comme si elle allait vraiment voir la mer. Balthazar sentit son regard s'égarer. « Oui, elle le sera. » Le bruit lointain d'une vague qui se brise semblait résonner dans leur tête, même là, loin de toute plage. Romina ferma les yeux et, pour la première fois depuis que tout était arrivé, parla d'une voix ferme, bien que tremblante. « On va réaliser son dernier souhait, même si ça fait mal. » Balthazar passa sa main sur son visage, essuya ses larmes et dit d'une voix rauque que la mer soit douce avec elle. Et ils restèrent là, enlacés, le regard perdu dans le vide, essayant de croire que réaliser cette demande était en quelque sorte une façon de continuer à aimer, car parfois, l'amour, c'est ça, lâcher prise, même si ton cœur crie de ne plus jamais lâcher prise. Le corbillard ralentit et s'arrêta devant le vieux bâtiment. L'enseigne à moitié effacée indiquait « Crématorium municipal de San Felipe ». Le ciel était nuageux, d'un gris lourd qui semblait correspondre à tout ce qui se trouvait à l'intérieur du véhicule. Le corps de Nayara était recouvert d'un simple drap blanc avec son nom écrit sur un bout de papier accroché dans un coin. Dehors, le vent soufflait contre les vitres, soulevant la poussière et les feuilles sèches. Le technicien en charge, un homme d'une cinquantaine d'années au visage fatigué et au regard distant, ouvrit les portes du véhicule et sortit la civière métallique. Il faisait ça tous les jours, plusieurs fois, mais ce matin-là, pour une raison quelconque, ses mains tremblaient un peu. « C'est juste un de plus », marmonna Javier pour lui-même. « Fais ce que tu as à faire. » Il entra avec le corps, poussant la civière dans le couloir étroit. Les lumières froides clignotaient et le bruit des roues sur le sol rompait le silence. Au bout du couloir, une grande porte en fer l'attendait. Derrière elle, le four était déjà allumé et prêt. L'air à l'intérieur était chaud et lourd, sentant la fumée, le métal et l'alcool. Xavier posa le plateau avec les papiers sur la table et commença à trier les documents. Les feuilles étaient couvertes de tampons, de signatures et d'horaires. Il vérifia rapidement tout sans vraiment le lire. Il parlait doucement, comme s'il répétait une prière habituelle. « Non,
Nayara Lopez, 13 ans, cause naturelle, autorisation médicale. Il fit une pause et soupira. 13 ans, répéta-t-il en secouant la tête. Mais dans quel monde vivons-nous, mon Dieu? Il rangea soigneusement la feuille dans un geste presque automatique. Le corps semblait léger, trop léger. Les yeux de Nayara étaient fermés, son visage calme, presque serein, comme si elle dormait d'un sommeil très profond. Le technicien prit le tableau et se retourna pour signer la dernière case du formulaire. Mais il tordit le papier, le crayon tomba et glissa. « Merde !» marmonna-t-il en se baissant pour le ramasser. Lorsqu'il se redressa, il entendit des pas fermes s'approcher. « Javier, tu es prêt ?» demanda une voix grave. C'était le docteur Marc, le médecin légiste de garde. Un homme d'une quarantaine d'années, au regard calme mais attentif. Il portait une blouse propre, mais ses yeux trahissaient l'épuisement de quelqu'un qui a vu trop de souffrance. « Presque, docteur », répondit Javier en rangeant les papiers. « Juste la dernière signature. » Marc s'approcha, lui prit le bloc-notes des mains et regarda les documents. « C'est la fille du Texas, c'est ça ?»« Oui, monsieur. L'hôpital l'a envoyé tôt. La mère a signé hier. »« Bien, » murmura Marc sans émotion en lisant. Mais lorsqu'il se retourna pour examiner le corps, quelque chose en lui changea. L'air sembla s'arrêter. Le bruit du four devint lointain et étouffé. Il fit un pas de plus, puis un autre. Le drap recouvrait le corps jusqu'à la poitrine. Le visage était découvert. La peau n'avait pas cette teinte terne que le temps donne aux morts. Il y avait quelque chose d'étrange, une lueur. Marc fronça les sourcils et se pencha lentement. Il posa sa main sur le drap et le tira un peu vers le bas, laissant la lumière froide de la pièce éclairer tout le visage de la jeune fille. Ce qu'il vit lui serra la poitrine. Ce n'était pas ce gris sec habituel, c'était quelque chose de différent. La peau était humide, avec un reflet presque vivant. La lèvre inférieure n'était pas sèche. Elle avait une couleur un peu pâle, mais elle était là. Javier demanda à voix basse « Depuis combien de temps ce corps est-il arrivé ?»« Environ 2 heures, docteur. L'hôpital a confirmé le décès hier soir. » Il s'interrompit lorsqu'il remarqua le ton du médecin. Pourquoi Marc ne répondait-il pas? Il s'approcha pour observer le cou de la jeune fille, les cheveux collés à sa peau, une goutte d'eau ou de sueur. Il ne savait pas. « Docteur !» insista le technicien, il s'est passé quelque chose. Marc resta immobile, le regard fixe. Tout semblait bizarre. La couleur de la peau, la lumière, la texture. Il savait bien à quoi ressemblait un corps froid. Il savait ce qu'était la mort. Mais ça ne lui semblait pas être le cas. « La peau brille encore », murmura-t-il, presque sans se rendre compte qu'il parlait à voix haute. « Quoi ?» Javier fronça les sourcils. Marc le regarda sérieusement. « J'ai dit que sa peau brillait encore. » Il toucha le bras de la jeune fille du bout des doigts. Il ne semblait pas complètement rigide. Il y avait une légère souplesse, une réponse minimale. Un frisson parcourut son corps. « Docteur, le four est chaud. Puis-je terminer le protocole ?» demanda le technicien nerveusement. Marc leva la main, demandant le silence. Il ne pouvait détacher ses yeux de la jeune fille. C'était comme si quelque chose au plus profond de lui disait d'arrêter. La lumière clignota une fois, le four émit un clic, et le docteur, le cœur battant à tout rompre, fit un pas en avant, incapable de détourner les yeux du visage de Nayara, de cette peau trop vivante pour être morte, de cette lueur qui n'aurait pas dû exister. Le moment resta suspendu dans l'air, comme si le temps avait oublié d'avancer. Marc ne respirait plus. Javier attendait. Toute la pièce semblait retenir son souffle. Et pendant cette seconde, le monde devint silencieux. L'air à l'intérieur de la pièce semblait plus lourd. Le bruit du four, qui était constant auparavant, ressemblait maintenant à un rugissement lointain et étouffé. Le docteur Marc était toujours debout devant la fille, sentant son cœur battre plus vite, avec une sensation étrange qui envahissait son corps, ce mélange de peur et d'intuition que seuls ceux qui ont vu la mort de près peuvent comprendre. Il se pencha un peu plus près. Les lumières froides se reflétaient sur le visage de Nayara, et pendant un instant, il crut que ce n'était que la lumière, une illusion d'optique, mais il y avait quelque chose là, quelque chose de vivant. Sa peau semblait humide, et sa température était peut-être plus élevée que la normale. Marc approcha le dos de sa main de son visage sans la toucher. Il sentit de la chaleur, une légère chaleur, mais elle était bien là. Il déglutit. Javier murmura sans détourner le regard. « Apportez-moi une lampe de poche. »« Pourquoi, docteur ?» demanda le technicien effrayé. « Fais-le vite. » Javier courut, trébuchant sur ses propres pieds, et revint en quelques secondes avec une petite lampe de poche. Marc l'alluma et la dirigea directement vers le visage de la jeune fille. Le faisceau de lumière traversa ses cils,
révélant une lueur inattendue. Puis, sous ses yeux, lentement et presque imperceptiblement, une petite goutte commença à se former au coin de l'œil gauche de la jeune fille. Marc cligna des yeux, incapable d'y croire. Il pensait que c'était une illusion, mais la goutte tomba, laissant une trace silencieuse sur sa joue. Une larme resta immobile. Le temps s'arrêta. Le bruit du four a disparu. L'air semblait coincé dans leurs poumons. Javier a dit, presque sans voix, « Tu vois ça ?» Le technicien pâle a reculé d'un pas. « Je l'ai vu, docteur. Je jure que je l'ai vu. C'est une larme. Ce n'est pas possible. » a murmuré Marc en se penchant plus près. « Ce n'est pas possible. » La larme continua de couler calmement, obstinément, jusqu'à tomber sur le drap, laissant une petite tache sombre. Marc sentit tout son corps trembler. La raison lui criait « C'est juste de la condensation, c'est le froid, c'est une coïncidence. » Mais son cœur disait le contraire. Quelque chose criait en lui « Elle est vivante. » Il prit son poignet entre ses deux mains, instinctivement, désespérément, ferma les yeux et se concentra pendant 1 seconde. 2, 3, rien. Mais à la 4e seconde, un toucher très léger, un battement de cœur à peine visible, mais bien là un rythme lent, insistant, timide, comme si la vie frappait à la porte, demandant à revenir. « Mon Dieu !» murmura Marc, les yeux remplis de larmes. « Elle est en vie !» Les yeux de Javier s'écarquillèrent. « Comment ça, en vie ? L'hôpital l'a déjà déclarée morte. » Marc se leva brusquement, la voix ferme et pressante. « Arrêtez ! Arrêtez le four tout de suite !» cria-t-il en se tournant vers le technicien. « Vite, éteignez-le ! Le bruit des clés qui tombent, le bruit métallique des serrures qui s'ouvrent, le technicien qui court dans tous les sens. Mais, docteur, balbutia-t-il en tremblant, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Marc ne répondit pas. Il attrapa le stéthoscope accroché au mur et le posa sur la poitrine de la fille. Le son était faible, mais il y avait un battement de cœur lent, comme celui d'un petit oiseau fatigué essayant de bouger ses ailes après une tempête. « Elle a un pouls, » murmura-t-il. « Il est faible, mais elle en a un, Javier. » Il porta ses mains à sa tête, ne sachant pas quoi faire. « C'est un miracle, » l'interrompit Marc d'un ton ferme. « C'est la vie, et on ne va pas la laisser partir. » Il commença à bouger instinctivement, mais son cœur qui battait à toute vitesse rendait tout flou. Il prit un masque à oxygène d'urgence, ouvrit le débit d'air, ajusta le drap pour libérer la poitrine de la jeune fille et toucha à nouveau son cou, plus prudemment cette fois. Le pouls était un peu plus clair. « Tiens bon, petite » murmura-t-il les yeux remplis de larmes. « Tiens bon encore un peu. » Javier tremblait, ne sachant pas quoi faire de ses mains. « Docteur, Qui dois-je appeler ? Appelez l'ambulance tout de suite et dites-leur que c'est un code rouge. Elle est en vie, vous comprenez ? En vie. » Le technicien courut vers le téléphone fixe accroché au mur et commença à composer le numéro d'une voix tremblante tout en expliquant ce qui se passait. Pendant ce temps, Marc resta agenouillé à côté de la civière, tenant le pouls de la jeune fille d'une main et ajustant le tube à oxygène de l'autre. La sueur coulait sur son front, mêlée à la tension du moment. Le bruit du four, qui ressemblait à un rugissement lointain, n'était plus qu'un bruit étouffé et oublié. « Allez, Nayara !» dit-il doucement, l'appelant par le nom qu'il avait lu dans le dossier. « Écoute-moi, ma fille, tu es allée trop loin pour abandonner maintenant. » L'air commença à sembler plus léger. Marc regarda à nouveau son visage. Sa peau était toujours brillante, et au coin de sa bouche, il y avait un léger mouvement, un souffle à peine perceptible, presque rien. Mais il le vit, et les larmes aux yeux, il murmura « Respire, ma petite, respire !» Le son lointain d'une sirène se fit entendre à l'extérieur. Javier le regarda, le téléphone toujours à la main. « Ils arrivent, docteur. Ils sont en route. » Marc acquiesça, les yeux toujours fixés sur elle, et à ce moment-là, sans comprendre ce qui se passait, il sentit l'impossible devant lui, la vie qui revenait, exigeant d'être vue. Le four était encore chaud. L'horloge indiquait 9h42, et une fille que le monde croyait morte venait de prouver que son cœur battait encore, lentement et faiblement, mais qu'il battait néanmoins. La salle des urgences était remplie de sons qui semblaient venir d'un autre monde. Le bip irrégulier du moniteur, le bourdonnement du respirateur, les pas rapides, les voix tendues. Le corps de Nayara, maintenant relié à des câbles et des tubes, semblait trop petit dans ce lit froid entouré de machines qui n'arrêtaient pas de clignoter. L'air sentait l'alcool et l'électricité. L'horloge murale indiquait 10h du matin, le 8. Le docteur Marc, encore en sueur et avec sa blouse tachée par sa course, gardait les yeux rivés sur le moniteur. Une ligne verte montait et descendait de façon irrégulière, mais elle était là, vivante, un battement de cœur faible mais présent. Il murmura, presque sans y croire. Elle réagit.
Une infirmière entra en courant avec un plateau métallique dont le bruit résonna dans la pièce. « Docteur, voici les flacons d'adrénaline. Laissez-les pour l'instant. » Il prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Stabilisons-la d'abord. Elle revient d'elle-même. » Le technicien Xavier, toujours pâle, observait tout depuis le mur, le regard perdu. Il semblait prisonnier de l'image de quelques minutes auparavant. Les larmes, les cris, le choc, le miracle. « Est-ce possible, docteur ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Elle était froide, sans pouls. Marc ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha de la jeune fille, ajusta les fils sur sa poitrine, puis posa sa main sur le drap, sentant le léger mouvement de la machine qui poussait sa poitrine de haut en bas, lentement et de manière régulière, mais il y avait un léger tremblement dans ses paupières. « Possible ou pas ?» répondit-il doucement. « Ça arrive. » L'infirmière regarda le moniteur et ouvrit les yeux. « Docteur, l'oxygène fait effet. La saturation augmente. » Marc se retourna rapidement. Les chiffres sur l'écran clignotaient 72, 78, 82. C'était encore faible, mais ça augmentait. Il sentit une boule dans sa gorge. « Mon Dieu !» murmura-t-il, les mains sur le bord de la civière. Xavier fit un pas en avant, incapable de contenir son émotion. « Elle respire, docteur. Regardez-la. Elle respire. » Le docteur prit une profonde inspiration, essayant de ne pas pleurer. Ce pro expérimenté essayait de rester fort, mais l'homme derrière la blouse tremblait. « Continuez à surveiller, » dit-il d'une voix brisée. « Chaque seconde compte. » Les minutes suivantes passèrent lentement, comme des heures. L'équipe allait et venait, l'air silencieux et surpris, incapable d'y croire. Un assistant qui venait d'arriver murmura à un autre. « C'est vrai ce qu'ils disent, qu'elle était dans le four. » L'autre acquiesça sans rien dire, le regard fixé sur le corps de la jeune fille qui respirait désormais. Marc ajusta le masque sur son visage, observant attentivement chaque détail. La peau qui était froide commençait maintenant à prendre une légère teinte rose. Il passa sa main sur son front et sentit qu'il était chaud. « Elle se réchauffe », murmura-t-il, presque sans voix. L'infirmière sourit, incapable de cacher son excitation. « Elle revient, docteur, elle revient !» Le docteur recula un peu, retira ses gants, s'appuya contre le mur et ferma les yeux. Il prit une profonde inspiration, essayant de comprendre ce qu'il voyait, comment une fille que l'on croyait morte pouvait maintenant respirer. Le bip du moniteur restait irrégulier mais régulier. Chaque battement de cœur était comme une lueur d'espoir. Marc a ouvert les yeux et l'a regardé. La jeune fille semblait calme. Ses cheveux étaient maintenant un peu en bataille, collés à ses tempes. L'air entrait et sortait lentement des tubes avec un son doux, presque comme un soupir. Il s'est penché à nouveau et lui a murmuré à l'oreille, comme si elle pouvait l'entendre. « Tu es forte. Tu en sais beaucoup plus que ce que tout le monde pense. » Une des infirmières s'approcha sans quitter le moniteur des yeux. « Docteur, son rythme cardiaque se stabilise. » Marc acquiesça lentement, les yeux remplis de larmes. « Continuez à surveiller et n'éteignez rien, même pas une seconde. » Xavier, le technicien de l'autre côté de la pièce, ne pouvait toujours rien dire. Il restait immobile, comme s'il avait peur de briser le moment, les mains jointes, les yeux remplis de larmes. « Je l'ai vu pleurer, docteur, » dit-il doucement. « Je l'ai vu. J'ai cru que j'étais fou, mais je l'ai vu. » Marc le regarda d'un air fatigué, mais avec un petit sourire. Et si c'est de la folie, quelle chance que ce soit ce genre de folie. Le bip du moniteur continuait régulièrement, toum toum tom, le plus beau son du monde. Dehors, on entendait des pas dans le couloir, les médecins se rassemblaient, les infirmières murmuraient. Personne ne comprenait rien, mais à l'intérieur, personne ne voulait d'explication. Il voulait juste voir cette ligne verte continuer à bouger sur l'écran. Marc était assis sur la chaise à côté du brancard, les yeux fixés sur elle, la fille qui était revenue du silence, celle qui avait défié la faim. Le ventilateur continuait à émettre son son lent et régulier. Chaque respiration semblait apporter non seulement de l'air, mais aussi de l'espoir, et le médecin épuisé murmura, presque comme un père, « Respire, ma petite, respire. Le monde a encore besoin de te voir ouvrir les yeux. » Le couloir de l'hôpital était silencieux, le genre de silence qui suit une frayeur, quand tout le monde respire encore lentement, essayant de comprendre ce qui s'est passé. À l'extérieur de la salle des urgences, le docteur Marc était assis, la blouse ouverte et les yeux rougis. Tout son corps était lourd, comme s'il avait couru des kilomètres sans bouger de place. À l'intérieur de la salle, le bruit des moniteurs restait le même. Bip, bip, bip. Nayara était stable, toujours inconsciente mais vivante, respirant. Une porte s'ouvrit et un homme en costume sombre et lunettes entra, un bloc-notes à la main. C'était le cardiologue en chef, le docteur Figueroa,
un homme respecté, à la voix calme, avec de nombreuses années d'expérience. Il marchait lentement, comme si chaque pas lui coûtait beaucoup. « C'est donc elle », dit-il en regardant à travers la vitre le corps de la jeune fille qui était revenue. Marc se leva. « Elle est de retour, docteur. Elle est finalement revenue. » Figueroa se tourna vers lui avec un regard sérieux mais curieux. « Je veux voir tous les rapports. Température, heure du transfert, certificat de décès, tout. J'ai déjà demandé qu'ils soient rassemblés, » répondit Marc. « Mais docteur, j'ai vérifié son cœur moi-même. Il ne battait pas, pas de pouls, pas de réflexe. » Le cardiologue dit lentement, en réfléchissant à chaque mot. « Et pourtant, maintenant, il bat. » Marc prit une profonde inspiration. Faible, mais il battait. Un lourd silence envahit la pièce. Figueroa entra dans la chambre et s'approcha du lit. Il vérifia le pouls de Nayara, puis son pouls. Il regarda attentivement le moniteur, murmurant des calculs et des mots techniques. Finalement, il recula un peu, croisant les bras. « Docteur, » dit Marc à voix basse, « ce n'est pas une erreur. » Marc fronça les sourcils. « Comment ça, ce n'est pas une erreur? J'ai déjà vu un truc similaire, il y a longtemps, » expliqua le cardiologue. Le cœur ralentit tellement qu'il semble s'arrêter. La respiration devient si faible que le corps entre dans un état presque figé. C'est rare, presque impossible à remarquer. Marc ouvrit les yeux, surpris. Donc elle n'a jamais morte, finit le cardiologue. Son cœur ne s'est pas complètement arrêté. Il a juste tellement ralenti qu'on aurait dit qu'il l'était. Le médecin légiste ne dit rien. Ses mains se mirent à trembler. Il passa une main dans ses cheveux, essayant de comprendre. Mais docteur, son corps était froid comme de la glace. Figueroa le regarda sérieusement. C'est le corps qui se défend. Quand le métabolisme ralentit autant, le corps passe en mode survie. Il reste entre la vie et la mort, et la température baisse considérablement. Marc se rassit, se sentant faible. « Elle était donc en vie pendant tout ce temps ?» répondit le cardiologue avec fermeté. « Très faible, presque impossible à remarquer, mais en vie. » Les deux hommes restèrent silencieux, écoutant simplement le son du moniteur, ses battements de cœur faibles mais réguliers qui semblaient maintenant hurler dans la poitrine de Marc. Il baissa la tête, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Si je n'avais pas vérifié à nouveau… » Figueroa posa une main ferme sur son épaule. « Vous l'avez examiné et vous l'avez sauvé. C'est ce qui compte. » Marc prit une profonde inspiration, essayant de ne pas pleurer. Mais combien de fois cela s'était-il produit sans que personne ne s'en aperçoive? Combien d'enfants? Combien de patients? Le cardiologue ferma les yeux, triste, plus qu'on ne veut bien l'imaginer. Le médecin légiste se leva, se dirigea vers la fenêtre de la pièce et regarda Nayara. Son visage était calme. Le respirateur artificiel faisait monter et descendre lentement sa poitrine. Il posa une main sur la vitre, comme s'il voulait la toucher. « On dirait que son cœur a décidé de se battre jusqu'à la dernière seconde, » dit-il d'une voix tremblante. Seul, sans aide. Figueroa le regarda en silence. Parfois, Dr Marc, le corps humain est plus têtu que la mort elle-même. Le médecin légiste laissa échapper un petit rire sans joie et se passa les mains sur le visage. « Têtu », répéta-t-il. « Ou peut-être est-ce la foi ?» Le cardiologue ajusta ses lunettes et regarda à nouveau l'écran. La science peut expliquer ce qui se passe, mais pourquoi? Peut-être qu'elle seule le sait. Marc resta silencieux, regardant la ligne verte monter et descendre comme de petites vagues. Chacun de ses battements de cœur semblait dire la même chose. « Je suis toujours là ». Elle parlait doucement, presque comme un soupir. Elle avait vaincu la mort pendant quelques minutes, peut-être quelques secondes, mais elle l'avait vaincue. Le cardiologue s'approcha et dit d'une voix mêlée de respect et d'étonnement. « Ce que tu as vu aujourd'hui, Marc, n'est pas courant. Son cœur a tellement ralenti qu'il a trompé les yeux, les machines, la médecine. Mais malgré tout, elle n'a jamais abandonné. » Marc acquiesça sans la quitter des yeux. Donc, ce qu'on a vu était l'impossible, qui disait « Attendez-moi encore un peu ». Le moniteur continuait d'émettre son doux bip, et là, dans cet hôpital froid, deux médecins, l'un guidé par la science, l'autre par l'instinct, se tenaient en silence devant une fille qui, entre la vie et la mort, avait choisi de continuer à respirer. Romina entendit ces mots et son monde s'écroula en une seconde. « Mon Dieu, on allait la brûler vive !» La phrase sortit comme un cri coincé dans sa gorge et elle ne put se retenir. Ses jambes se dérobèrent soudainement et elle tomba à genoux dans le couloir de l'hôpital, ses mains glissant sur le sol froid, ses doigts cherchant quelque chose à quoi s'agripper et ne trouvant rien. Les pleurs vinrent immédiatement, profonds, du genre qui vous brise la poitrine. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était la culpabilité, la peur, la colère,
tout mélangé en un seul nœud qui la serrait jusqu'à lui couper le souffle. Elle a cogné son front contre le sol par impulsion, comme si ça pouvait changer quelque chose. Rien n'a changé. La seule chose qui a changé, c'était le son. Les pleurs sont devenus plus forts, nouveaux, différents, les pleurs d'une mère qui sent tout son corps s'effondrer. Balthazar se tenait à quelques pas en arrière, les mains dans les poches, ne sachant pas comment l'approcher. L'homme fort de l'atelier était devenu une épave fragile. Son visage était rouge, ses yeux gonflés, et il respirait difficilement. Il a essayé de parler, a ouvert la bouche, l'a refermée. Aucune voix n'est sortie. Il s'est approché d'elle, s'est arrêté, a regardé son corps agenouillé sur le sol. Puis, comme si son instinct l'avait trahi, s'est assis à côté d'elle sans la toucher. Romy a murmuré d'une voix tremblante « Mon amour ». Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard était fixé sur le sol, perdu dans ses souvenirs. La dernière étreinte, la dernière conversation, la promesse murmurée. Ses mains serraient l'air comme si elles essayaient d'attraper quelque chose qui n'était plus là, tandis qu'elle frappait un poing contre la paume de son autre main, comme si elle essayait de libérer la culpabilité qui la brûlait de l'intérieur. « J'avais promis », dit-elle d'une voix brisée. « J'avais promis de l'emmener à la mer, j'avais promis de la protéger, et je l'ai laissée seule. » Les mots sortaient confus, presque dénués de sens. « Comment ai-je pu ? Comment qu'ai-je pu ?» Balthazar baissa la tête et laissa couler ses larmes en silence. Il n'avait plus la force de crier. Il repensa aux heures passées à côté du drap, aux petites choses qu'il n'avait pas faites. La culpabilité était comme une pierre dans sa poitrine qui l'empêchait de respirer correctement. Il ressentait surtout de la honte d'avoir échoué en tant que père, la honte de ne pas avoir vu ce qu'il aurait dû voir. Une infirmière s'approcha lentement, les mains ouvertes dans un geste de compassion. « Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. On fait tout ce qu'on peut, » dit-elle d'une voix douce. Romina leva les yeux, pleine de colère et de douleur. « Oui, calmez-vous, » répéta-t-elle, incrédule. Comment pouvait-elle se calmer? Ils allaient l'incinérer. Les pleurs reprirent, forts et abondants, et elle se couvrit le visage de ses mains, se frottant les yeux comme si elle voulait effacer cette image de son esprit. Balthazar essaya de relever sa femme, mais ses mains tremblaient trop. Il posa son front contre le sien, tous deux tremblants entre deux sanglots, craignant de se toucher trop fort de peur que l'autre ne s'effondre. Malgré tout, ils s'étreignirent, dans une étreinte pleine de culpabilité et de pardon qui ne fut pas exprimé à voix haute. « Pardonne-moi, pardonne-moi ma fille », murmura-t-il dans un souffle que seule Romina entendit. « Pardonne-moi s'il te plaît », répondit-elle dans un sanglot. « Je ne sais pas comment pardonner maintenant », dit-elle d'une voix sèche. « Je ne sais pas si je vais me pardonner. » Le personnel de l'hôpital a essayé de les aider en leur apportant de l'eau, une couverture, des mots de réconfort. Mais rien ne pouvait briser le mur de douleur qui les recouvrait. Ils ne voulaient pas entendre d'explication. Ils ne voulaient rien qui ressemble à une excuse. C'était plus important que les protocoles, que la paperasse, que les raisons. C'était une mère confrontée à ce qui avait failli arriver à sa fille. Les minutes passaient, mais semblaient durer des heures. Romina restait parfois complètement silencieuse. Parfois, elle criait des mots sans queue ni tête, des mots vers le ciel et vers le sol. Balthazar fixait le plafond, immobile, les poings serrés et tremblants. Parfois, il se regardait, puis détournait les yeux, comme s'il ne voulait pas se voir dans le miroir. Ils ne pouvaient pas se regarder dans les yeux, de peur de ce qu'ils y trouveraient, le reflet de leur propre culpabilité. Se regarder, c'était accepter qu'ils ne l'avaient pas protégé. Se regarder, c'était se demander qui avait échoué. Ce serait chercher quelqu'un à blâmer. Et à ce moment-là, la culpabilité était une épine que ni l'un ni l'autre ne pouvaient retirer. Romina prit le cahier de sa fille, toujours rangé dans le sac, et l'ouvrit aux pages où était dessinée la mer. Des larmes tombèrent sur les dessins, brouillant les vagues et les poissons. Elle toucha chaque image comme si elle touchait la petite fille. « Pardonne-moi, mon amour », murmura-t-elle si doucement que presque personne ne l'entendit. Balthazar posa son front sur le sien, laissant échapper un cri silencieux. « J'aurais dû le voir », murmura Romy. « J'aurais dû rester. J'aurais dû insister davantage », répondit-elle sans lever la tête. « J'aurais dû l'emmener chez le médecin. Ce jour-là, j'aurais dû. » Les mots se perdirent dans un sanglot. Aucune réponse ne pouvait les apaiser. Aucun réconfort n'était suffisant. Il ne restait plus que ce sol froid, ces murs blancs et deux parents brisés qui tentaient de rassembler les morceaux. La culpabilité les unissait et les séparait à la fois. Parfois, quelqu'un leur rappelait de respirer, de s'asseoir, de boire de l'eau, de petits gestes pratiques qui semblaient ridicules face à une telle douleur. Pourtant, accepter un verre d'eau, se laver le visage,
c'était le minimum pour rester en vie. Quand ils se sont enfin autorisés à s'asseoir l'un à côté de l'autre, ils ne pouvaient plus distinguer la culpabilité de la raison. La douleur était partagée par les deux, mais chacun portait sa propre blessure, et regarder l'autre, c'était se voir reflété dans cette blessure. Et ils restèrent là, Romina toujours à genoux, Balthazar parfois assis, tous deux les yeux gonflés, incapables de se regarder de peur de s'effondrer complètement. Les pleurs ne s'arrêtaient pas, ils changeaient simplement de forme, parfois un soupir, parfois un murmure demandant quelque chose. Tout ça remplissait le couloir comme si c'était la seule chose vivante dans cet endroit. Aucun mot ne pouvait expliquer ce que l'on ressentait à perdre presque une fille de manière aussi définitive. Aucune promesse pour l'avenir n'effaçait ce qui s'était passé. Seul le présent restait, deux parents dévastés, qui devaient se retrouver un peu parmi les débris afin de continuer à s'occuper de la fille qui leur avait presque été enlevée. Le petit matin à l'hôpital était silencieux. Les lumières blanches qui ne s'éteignent jamais donnaient à tout un aspect froid, presque sans vie. Le couloir sentait le désinfectant et le café rassis. À l'extérieur de l'unité de soins intensifs, Romina et Balthazar étaient assis, se tenant la main, incapables de dormir ou de parler. Le docteur Marc quitta lentement la pièce dans sa blouse froissée, les yeux enfoncés et fatigués. Il marcha vers eux à pas lents. Il s'arrêta un instant, comme s'il rassemblait son courage pour parler. Romina s'est levée tout de suite. « Docteur, est-ce qu'elle va bien ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante de peur. Marc a hoché la tête avec un petit sourire fatigué. Elle réagit lentement, mais son cœur est resté fort toute la nuit. Balthazar a pris une grande inspiration, comme si un poids venait de lui être enlevé de la poitrine. « Dieu merci », murmura-t-il en passant sa main sur son visage, mais Marc semblait toujours inquiet. Son regard ne s'attarda pas longtemps sur eux. Il se dirigea vers le mur, s'y appuya et resta silencieux pendant quelques secondes. Le bruit lointain des moniteurs de l'unité de soins intensifs emplissait l'air, rappelant que la vie à l'intérieur luttait toujours. Romina remarqua son regard différent. « Docteur, ça va ?» demanda-t-elle avec tendresse, même si ses yeux étaient de gonflés à force d'avoir pleuré. Il sourit légèrement, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Je suis juste un peu affecté par elle », insista Balthazar. Marc resta silencieux, puis soupira profondément. Ce n'est pas seulement elle. Sa voix était grave et lourde, pleine de souvenirs qui faisaient encore mal. Les parents se regardèrent sans comprendre. Marc passa nerveusement la main dans ses cheveux et parla en regardant le sol. « Je n'en ai jamais parlé à personne à l'hôpital, mais j'ai déjà vu ça auparavant. » Romina fit un pas en avant. « Comment ça ?» Le docteur prit une profonde inspiration comme s'il cherchait ses mots. « J'avais une sœur qui s'appelait Clara. Elle avait 16 ans. Isabella. Il fit une pause. Un jour, elle s'est évanouie à la maison. Elle ne pouvait plus respirer correctement. Son corps était froid. Son pouls était à peine perceptible. On l'a emmenée aux urgences et ils ont dit qu'elle était déjà partie. Le silence envahit le couloir. Romina se couvrit la bouche avec la main. Balthazar baissa les yeux. Marc continua, la voix légèrement brisée. « J'étais étudiant en médecine à l'époque et je les ai crus. J'ai cru ce qu'ils ont dit. J'ai vu ma mère s'effondrer en pleurant, mon père crier. Et je n'ai posé aucune question. » Il regarda ses mains comme s'il voyait du sang dessus. Ils l'ont emmené pour faire une autopsie. Je n'étais pas là. Je ne pouvais pas. L'air sembla disparaître pendant un instant. Il prit une profonde inspiration et continua. Un des techniciens m'a dit des années plus tard que lorsqu'ils sont allés préparer le corps, ils l'ont trouvé avec une expression différente. Son visage avait changé, mais il était trop tard. Romina pleurait en silence, le visage rempli de douleur, imaginant la souffrance derrière ce souvenir. À partir de ce jour, Marc a continué d'une voix tremblante. Je me suis promis de ne plus jamais laisser partir un corps sans être sûr, vraiment sûr, même si on me traitait de fou, même si ça semblait inutile. Il s'est éloigné un peu et s'est dirigé vers la fenêtre. Le reflet des lumières de la ville se voyait dans la vitre. Quand j'ai vu Nayara, je jure que pendant un instant, j'ai vu le visage de ma sœur, le même éclat sur sa peau, la même étrange froideur, le même silence. Et je n'ai pas pu, sa voix s'est brisée. Je ne pouvais pas laisser ça se reproduire. Romina se couvrit le visage de ses mains et se mit à pleurer bruyamment. Balthazar se leva et alla voir le médecin. Il posa une main ferme sur son épaule. « Docteur, vous n'avez pas seulement sauvé la vie de ma fille, vous nous avez sauvés aussi. » Marc prit une profonde inspiration. Ses yeux se remplirent de larmes. « J'aurais aimé que ça se passe comme ça avec Clara.
dit-il en souriant tristement, les yeux fixés sur le sol. Mais peut-être qu'aujourd'hui, elle m'a aidé à sauver Nayara. Romina s'essuya le visage, la voix tremblante. Elle l'a sûrement aidé, dit le docteur en hochant la tête, essayant de ne pas pleurer. J'ai ressenti quelque chose, tu sais, comme une impulsion, comme si quelqu'un me poussait à regarder à nouveau, comme pour me dire que ce n'était pas encore le moment. Balthazar lui serra l'épaule avec force, sans rien dire d'autre. Marc prit une profonde inspiration et dit presque dans un murmure « Parfois, la médecine ne peut pas tout expliquer. Parfois, c'est juste l'amour qui crie plus fort. » Le couloir redevint silencieux. Seul le bruit constant du moniteur de l'unité de soins intensifs pouvait être entendu, régulier et constant. Romina regarda cette porte fermée et dit doucement « Je suis contente que vous ayez entendu ce cri, docteur. » Marc détourna le regard pour cacher ses larmes. « Je l'ai entendu, madame, et cette fois, je ne le laisserai pas passer. » Il resta là, appuyé contre le mur, épuisé, mais le cœur plus léger pour la première fois depuis de nombreuses années, comme si, d'une certaine manière, la vie lui avait aussi donné une seconde chance. Le 6e jour se leva avec une lumière différente, le genre de clarté qui semble venir non pas du soleil, mais d'un endroit plus profond et plus calme. L'unité de soins intensifs était silencieuse. Le son des moniteurs ressemblait à un cœur qui battait pour tous ceux qui étaient là. Le docteur Marc arriva tôt, épuisé, avec de profondes cernes sous les yeux, mais toujours attentif à chaque détail. Romina était assise sur la chaise à côté du lit de sa fille, les mains entrelacées avec les siennes, tandis que Balthazar observait depuis l'embrasure de la porte, n'osant pas entrer. Le visage de Nayara avait repris des couleurs, ses lèvres, auparavant pâles, avaient maintenant une légère teinte rose. Le respirateur artificiel fonctionnait toujours pour elle, et les machines clignotaient à différents rythmes, comme si la vie était à nouveau une douce musique. Romina parlait doucement tout le temps. « Maman est là, mon amour, on est avec toi », et caressait les cheveux de la petite fille dans une répétition qui était déjà devenue une prière. Le docteur est entré lentement, a vérifié le moniteur, puis l'a regardé. « Les signes sont bons », a-t-il dit avec un petit sourire. « Son corps réagit bien, et elle va se réveiller », a demandé Romina d'une voix tremblante. Marc a soupiré. « Ça peut arriver à tout moment, mais quand ça arrivera, restez calme. Le corps se réveille d'abord, puis l'esprit suit. » Romina s'est sentie essayer de ne pas pleurer. Elle ne savait plus si ce qu'elle ressentait était de la peur ou de l'espoir. Les heures passaient lentement. Le soleil changea de position, brillant à travers la fenêtre et éclairant le drap blanc. Romina s'endormit, la tête posée sur le bord du lit, tenant fermement la main de sa fille. Elle était si fatiguée que ses yeux la brûlaient. C'est alors qu'elle sentit un léger mouvement, une petite pression sur ses doigts. Elle ouvrit les yeux instantanément et regarda la main de sa fille et le vit. Oui, ses doigts bougèrent d'abord, un petit tremblement, puis une faible pression, mais c'était bien ça. « Nayara » murmura Romina, incapable d'y croire. « Ma fille, tu m'entends » Le moniteur gardait son rythme, un bip plus rapide, un signal. Romina se leva et approcha son visage de celui de la fillette. « Mon amour, c'est moi, c'est maman. Tu m'entends » Les cils de la fille bougèrent pendant 1 seconde ou 2, puis ses yeux commencèrent à s'ouvrir lentement, timidement, comme quelqu'un qui se réveille d'un sommeil profond et essaie de comprendre où il est, Nayara. Romina pleura, posant son front contre celui de sa fille. « Dieu merci !» Balthazar, entendant les pleurs, se précipita dans la chambre. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'était? Elle ouvrit les yeux. La mère pouvait à peine parler, submergée par l'émotion. Son père s'approcha lentement, la poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Il regarda sa fille et sentit ses jambes trembler. « Ma fille !» murmura-t-il, la voix brisée. « Tu es de retour, ma fille. » Les yeux de Nayara étaient ouverts, mais remplis de larmes. Il bougeait lentement, essayant de reconnaître les visages. La lumière dans la pièce semblait très vive. Elle cligna plusieurs fois des yeux. Romina pleura, le visage entre les mains. « Calme-toi, calme-toi, tout va bien maintenant. » Mais Nayara ne disait rien. Sa bouche bougeait, mais aucun mot ne sortait, seulement un souffle faible et étouffé. Ses lèvres tremblaient, ses yeux étaient remplis de larmes, puis une larme silencieuse roula lentement sur sa joue, comme celle d'il y a quelques jours. Romina sentit son cœur se serrer. « Tu n'as pas besoin de parler, mon amour. Tout va bien maintenant. » Elle embrassa le front de sa fille, tandis que ses larmes mouillaient l'oreiller. « Pleure, mon amour, pleure autant que tu en as besoin. » Balthazar se couvrit la bouche, essayant de ne pas pleurer. L'homme qui avait toujours été un roc était maintenant une rivière. « Je suis là, ma fille. Papa est là. »
dit-il, la voix brisée. Le docteur Mark se précipita, alerté par les infirmières. Quand il vit la scène, il s'arrêta et resta un moment debout, observant la mère, le père, la fille, la vie qui revenait sous ses yeux. Il s'approcha lentement et vérifia son rythme cardiaque. Tout est normal, elle est réveillée maintenant. Romina leva les yeux vers lui, les larmes coulant sur son visage. « Ne vous inquiétez pas, docteur, elle ne parle pas. C'est normal, » répondit Mark calmement. Son corps a beaucoup souffert, parfois ça prend du temps. L'important, c'est qu'elle soit là. Nayara tourna lentement son visage vers la voix du docteur. Ses yeux rencontrèrent ceux de Mark, et dans ce regard, il vit quelque chose qui le bouleversa. Une gratitude silencieuse, pure et pleine de vie. Elle essaya de sourire, mais ce n'était qu'un demi-sourire. Les larmes continuaient de couler les unes après les autres, comme si son corps avait besoin de libérer tout ce que son âme avait gardé à l'intérieur pendant ces jours. Romina passa ses doigts dans les cheveux de sa fille. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, mon amour, je comprends. » Balthazar s'approcha et embrassa son front avec précaution, comme s'il touchait quelque chose de sacré. « Tu es de retour parmi nous, ma fille. Tu es de retour. » Le temps s'arrêta à cet instant. Personne ne regardait l'horloge. Personne ne pensait à autre chose qu'à ce miracle. Là, la fille que tout le monde croyait perdue pleurait de joie d'être en vie, pleurait parce qu'elle ressentait des émotions, et chaque larme qui coulait était comme si son cœur disait ce que sa voix ne pouvait pas encore exprimer. « Je suis là ». Les jours suivants furent un mélange de soulagement, de surprise et de silence. La nouvelle du rétablissement de Nayara se répandit dans les couloirs de l'hôpital comme le murmure d'un miracle. Les infirmières, les techniciens, les médecins, tout le monde s'arrêtait devant la fenêtre de l'unité de soins intensifs juste pour voir le petit corps qui se battait encore pour vivre. Romina ne quittait pas le chevet de sa fille. Elle dormait assise, la tête posée sur le bord du lit. Balthazar, dans son uniforme d'atelier encore taché de graisse, arrivait chaque matin sans dire grand-chose, juste pour la voir respirer. Chaque respiration était une victoire, mais il était maintenant temps de comprendre pourquoi. Le docteur Mark, bien que soulagé, ne pouvait pas se reposer. Ce cas le troublait. Il avait besoin de réponses, pas seulement pour lui-même, mais pour le monde entier. Le 3e jour après le réveil de Nayara, toute une équipe est entrée dans la chambre. Des hommes et des femmes vêtus de blouses différentes, portant des badges colorés, un bloc-notes à la main, des spécialistes de nombreux domaines, cardiologues, neurologues, physiologistes, experts en hypothermie. Tout l'hôpital voulait comprendre comment une fille considérée comme morte avait pu revenir à la vie. Mark les présenta tous, expliquant calmement « Romina, Balthazar, ce sont les meilleurs que nous ayons. Ils vont s'occuper d'elle maintenant. » Romina leva les yeux, fatiguée, méfiante. « S'occuper d'elle ? Comment allons-nous faire des examens complets, des tests, des IRM ? Nous devons comprendre ce qui s'est passé, » répondit le docteur gentiment mais fermement. Balthazar croisa les bras. « Je ne veux pas qu'il la fasse souffrir à nouveau. » Mark posa sa main sur son épaule. « Personne ne le fera. Maintenant, c'est différent. » Les spécialistes entourèrent le lit, vérifiant chaque détail avec une attention qui frisait le respect. Le bruit des machines se mêlait aux murmures techniques, mais là, parmi les termes compliqués, il y avait un fil d'humanité. L'un d'eux, le cardiologue le plus âgé, secoua lentement la tête et murmura « C'est un phénomène très rare. » Mark acquiesça. « Oui, ça arrive quand le cœur ralentit tellement qu'il entre dans un état presque mort. Le corps s'éteint, mais le cerveau continue à stocker un peu d'énergie. » Romina baissa les yeux et se remit à pleurer, cette fois en silence, le visage éclairé par un mélange de peur et de soulagement. Les tests durèrent des heures. Le sang, la température, le rythme cardiaque, les réactions, tout a été soigneusement noté. À la fin de l'après-midi, l'équipe s'est réunie dans la pièce voisine. Mark se tenait au centre, les bras croisés, écoutant chaque idée. « Ce n'est pas simplement de la déshydratation », a dit l'un des médecins. Les signes d'hypothermie extrême sont évidents et son cœur réagit aux stimuli beaucoup plus lentement que la normale, a ajouté un autre. C'est comme si son corps avait appris à économiser son énergie pour survivre. Mark écoutait en silence. Ce n'est que lorsque tout le monde s'est tu qu'il a pris la parole. « Nous avons donc un nom pour ça », a dit le neurologue en jetant un coup d'œil au papier. La catalepsie due à l'hypothermie est extrêmement rare, mais elle a été documentée. La température corporelle baisse tellement que les signes vitaux disparaissent presque. N'importe qui pourrait la confondre avec la mort. Mark a pris une profonde inspiration. C'était donc l'un des plus jeunes médecins, a-t-il commenté d'un air pensif.
Son corps a littéralement trompé la mort. La phrase est restée en suspens. Romina et Balthazar sont entrés à ce moment-là, impatients d'avoir des nouvelles. Romina tenait le chapelet entre ses doigts. « Docteur, dites-moi que c'est quelque chose de positif. » Marc a souri avec lassitude et affection. « C'est positif, oui. Maintenant, on sait ce que c'est, et on va bien le traiter. »« Et comment ça s'appelle ?» demanda Balthazar, toujours confus. « Catalepsie due à l'hypothermie, » répondit Marc. « C'est une condition rare qui provoque l'arrêt du corps, le faisant paraître mort. Mais ce n'est pas le cas. Et maintenant qu'on le sait, on peut créer un protocole pour que cela ne soit plus jamais confondu avec la mort réelle. » Balthazar regarda sa femme sans trop comprendre, mais son regard en disait long. L'espoir. Romina porta ses mains à son visage, le corps tremblant. « Alors, elle va s'en sortir ?» Marc acquiesça. « Ça prendra du temps. Mais oui, maintenant elle va recevoir le bon traitement. » Pendant un moment, personne ne dit rien. On n'entendait que le bruit lointain du respirateur et le doux bruissement des draps qui passaient entre les barres. Une infirmière entra pour ajuster la perfusion. Marc s'approcha du lit et regarda la petite fille. Nayara dormait paisiblement. Sa respiration était douce. À la tête du lit se trouvait un dessin qu'elle avait fait avant tout ça. La mer bleue et un petit bateau solitaire. Il sourit légèrement. « Tu as ramené ce que la médecine avait presque perdu, » dit-il, plus à lui-même qu'à elle. Romina l'entendit et répondit doucement, avec enthousiasme. « Tu l'as ramené. » Il secoua la tête d'un geste discret. « J'ai juste entendu ce que ton cœur essayait de dire. » Pendant que les spécialistes discutaient des détails et préparaient de nouveaux tests, Marc quitta la chambre, marcha dans le couloir silencieux, s'appuya contre le mur et ferma les yeux pour la première fois depuis des années. Il sentit la vieille douleur, la culpabilité qu'il portait pour sa sœur, commencer à guérir en lui. À l'intérieur, les machines continuaient leur chant de vie. Les médecins écrivaient. La mère priait. Le père, ne sachant pas comment exprimer ce qu'il ressentait, se contentait d'observer. Et ainsi, cet après-midi-là, un nouveau départ vit le jour, non seulement pour Nayara, mais aussi pour tous ceux qui assistèrent pour la première fois à l'impossible. La médecine donna un nom à ce miracle, et celui-ci commença enfin à être traité avec le respect qu'il méritait. La pièce était faiblement éclairée, seule la lampe à côté du lit rompant l'obscurité. L'air de l'hôpital était froid, mais dans cet espace régnait un silence chaleureux, rempli de sentiments que les mots ne peuvent décrire. Nayara dormait, son corps encore fragile, les câbles sur son bras, le son du moniteur remplissant la pièce de ce bip, bip, bip constant. Balthazar entra lentement, comme s'il pénétrait dans un sanctuaire. Il portait son uniforme d'atelier taché de graisse, le visage fatigué, le regard lourd. Il a fermé la porte avec précaution et est resté là un moment, à regarder sa fille. Elle semblait si petite, entourée de machines et en même temps si forte. Il a tiré une chaise et s'est assis à côté du lit. Il a lentement passé sa main sur son front et a senti la douce chaleur de sa peau, différente de la froideur d'avant. Il a pris une profonde inspiration, les yeux remplis de larmes. « Ma fille », commença-t-il d'une voix rauque, « tu es là, tu es en vie. » Un petit sourire lui échappa, mais son visage s'assombrit rapidement. « Et moi, je ne sais pas quoi te dire. » Il baissa la tête, les mains jointes, l'air coupable. Il resta là, silencieux, respirant bruyamment, comme s'il rassemblait ses forces pour affronter son propre cœur. « Je t'ai déçue, ma fille, » dit-il doucement. « Je pensais que tu étais faible, je te voyais malade, et je pensais que c'était exagéré, que c'était la peur de vivre. » Sa voix se brisa. Il essuya ses larmes, avec son bras taché de graisse. « Tu étais plus forte que moi. » Nayara dormait, ou peut-être écoutait-elle. Un léger mouvement de ses doigts sembla être une réponse. Balt sourit à travers ses larmes. « Je pensais être l'homme de la maison, le protecteur, celui qui savait tout, mais c'est toi qui as affronté la mort, mon amour. C'est toi qui étais courageuse. » Sa poitrine se serra et des larmes coulèrent sans crier gare, épaisses et désespérées. Il se pencha sur le drap, serrant fermement sa main. « Pardonne-moi, s'il te plaît. » Les mots sortirent brisés, pleins de regrets. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir écouté, d'avoir douté, d'avoir pensé que ton silence était une faiblesse. » Sa voix devint un murmure tremblant. « J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû t'emmener à la mer plus tôt. J'aurais dû croire en tout ce que tu ressentais. » Et si... Il prit une profonde inspiration, sanglotant. « Tu étais trop forte pour ce monde insensé, ma fille. » Le son du moniteur restait le même, régulier, calme. Chaque bip semblait répondre. « Je t'entends, papa. »
Balthazar posa son front sur sa main, pleurant en silence. « Je t'aime, ma fille, je t'aime plus que tout. » Il resta là pendant des minutes, peut-être des heures, comme si le temps s'était arrêté. Romina apparut à la porte et le vit. Elle resta immobile, regardant son mari s'effondrer devant leur fille. Elle ne dit rien, s'approcha lentement et posa sa main sur son épaule. « Elle le sent, Balthazar, » murmura-t-elle. « Elle sait. » Il leva le visage, les yeux rouges. « Je sais qu'elle le sait, mais j'avais besoin de lui dire. » Il sourit tristement, la voix tremblante. « J'avais besoin que tu m'entendes d'ici. » Romina se pencha sur le lit et embrassa le front de la petite fille. « Elle est notre force, Balthazar. Elle l'a toujours été. » Il la sentit serrer une fois de plus la main de sa fille. Tous deux restèrent là en silence, regardant la poitrine de Nayara se soulever et s'abaisser lentement. Le son du moniteur continuait comme une douce musique, leur rappelant que la vie continuait. Balthazar passa ses doigts dans ses cheveux et dit « Je te promets, ma fille, que je ne te traiterai plus jamais de faible. » Les larmes revinrent, mais elles étaient différentes, non pas issues du désespoir, mais d'un amour qui faisait mal et guérissait en même temps. Il resta là jusqu'à ce qu'ils s'endorment tous les deux. « Je te promets, ma fille, que je ne te traiterai plus jamais de faible. » Les larmes revinrent, mais elles étaient différentes. Elles ne venaient plus du désespoir, mais d'un amour qui faisait mal et guérissait en même temps. Il resta là, jusqu'à ce que son corps se fatigue, la tête baissée, tenant cette petite main comme s'il tenait la vie elle-même. Dehors, tout l'hôpital continuait à vivre à son rythme, mais dans cette chambre, le temps s'était arrêté. Il n'y avait qu'un père et sa fille, un cœur qui demandait pardon, un autre qui pardonnait en silence. Le soleil se levait lentement, peignant le ciel d'orange et de rose. La route, encore humide du petit matin, reflétait la douce lueur de l'aube. La voiture était simple et vieille, avec le bruit constant du moteur et l'odeur de l'essence se mélangeant au vent à l'intérieur. Nayara voyageait sur la banquette arrière, enveloppée dans une couverture bleue. Le fauteuil roulant était plié dans le coffre. Romina était assise à côté de son mari, les mains sur les genoux et le regard perdu et anxieux. De temps en temps, elle se retournait pour regarder sa fille. Nayara, qui avait maintenant un peu de couleur au visage, regardait par la fenêtre, les cheveux collés à son visage. La vitre était légèrement embuée et elle dessinait de petites vagues avec son doigt, comme elle le faisait dans son cahier quand elle était plus jeune. Balthazar conduisait lentement, comme s'il avait peur que le temps passe trop vite. La radio diffusait une vieille chanson, une de ces chansons qui parlent d'amour et de retour à la maison. Il regarda dans le rétroviseur et vit le reflet de sa fille, qui souriait d'un sourire léger, presque timide, mais plein de vie. « Tu es fatiguée, ma chérie ?» demanda Romina en se tournant vers elle. Nayara secoua la tête sans parler, mais son regard disait non. Romina sourit. « Alors prépare-toi, on est presque arrivé. » Balthazar régla le rétroviseur. « Oui, on y est presque. » Sa voix était basse, empreinte d'un mélange de peur et de gratitude. La route commença à changer. Les arbres laissèrent place à des champs, et l'air devint différent, plus frais, plus salé. Nayara sentit le vent entrer par la fenêtre et ferma les yeux, respirant profondément. C'était quelque chose de nouveau, mais qui lui semblait familier, comme si elle avait rêvé de cette odeur toute sa vie. La voiture continua jusqu'au bout de la route, là où l'asphalte laissait place au sable. Balthazar coupa le moteur et resta immobile un instant, le regard tourné vers l'horizon. Le bruit des vagues leur parvenait doucement de loin, comme un appel. Romina fut la première à sortir. Le vent ébouriffait ses cheveux et rapprochait le bruit de la mer. Elle courut vers la porte arrière et l'ouvrit lentement. « On est arrivé, mon amour », dit-elle d'une voix tremblante. « Regarde. » Balthazar sortit le fauteuil roulant du coffre, l'ouvrit avec précaution et le posa à côté de la voiture. Puis il se baissa et souleva doucement sa fille. Nayara le regarda avec un mélange de peur et de joie. Il sourit. « Allons voir la mer, ma chérie. » Elle acquiesça et il la prit dans ses bras. Son corps léger se blottit contre sa poitrine, comme quand elle était petite. Romina attrapa la couverture et lissa ses cheveux. Tous les trois se mirent à marcher vers le bruit des vagues. Le sable était doux, le vent soufflait fort, et l'odeur du sel emplissait l'air à chaque pas. Le bruit de la mer devenait de plus en plus fort. Balthazar s'arrêta lorsque le vent devint humide et qu'on pouvait voir de loin de la mousse blanche. Il abaissa la chaise, y installa Nayara avec précaution et la poussa lentement tout près de l'eau. Le sol devenait plus ferme et le sable plus froid. Romina s'agenouilla à côté de sa fille et lui montra du doigt. « Tu la vois, mon amour ? C'est la mer que tu voulais tant voir. » Nayara regarda.
et pendant un instant, tout s'arrêta. La mer s'étendait à perte de vue. De douces vagues allaient et venaient, se brisant avec un bruit qui ressemblait à un soupir. Le soleil se reflétait sur l'eau, formant des chemins de lumière dansant. Le vent jouait avec ses cheveux, et une larme tomba sans prévenir. Balthazar prit une profonde inspiration, les yeux également remplis de larmes. « Ça en valait la peine, n'est-ce pas ?» dit-il presque dans un murmure. Romina prit la main de sa fille, en pleurant, mais aussi en souriant. « Tu as réussi, mon amour, tu as réussi. » Nayara ne dit rien. Elle respira simplement, ferma les yeux, et sentit le vent sur son visage, l'odeur du sel, le bruit des vagues, la douce fraîcheur de la brise marine sur sa peau, et elle pleura à nouveau. Mais cette fois-ci, c'était différent. Ce n'était pas de la douleur ou de la peur, c'était la vie. Romina posa sa tête sur l'épaule de sa fille. « Tu le sens ?» demanda-t-elle, émue. « C'est la mère qui t'embrasse. » Nayara serra la main de sa mère et laissa couler ses larmes. C'était comme si son cœur disait ce que sa voix ne pouvait encore exprimer. « J'ai vécu pour voir ça. » Balthazar se tenait derrière elle, incapable de parler. Il passa ses mains sur ses yeux et sourit en regardant l'horizon. « Elle a gagné, » dit Romina, la voix tremblante. « Elle a gagné. » La mer était toujours là, infinie et calme, dansant devant elle. Nayara ouvrit les yeux et resta là en silence, laissant le vent emporter le reste de sa peur. Pendant quelques secondes, le monde sembla s'arrêter. Il n'y avait ni hôpital, ni douleur, ni souvenir de souffrance, juste cet instant. Une fille face à la mer, respirant, vivante, entière. Une larme tomba, brillante, calme, douce, mais c'était maintenant une larme de vie. La brise marine soufflait fort, apportant l'odeur du sel et d'une nouvelle vie. Les vagues allaient et venaient calmement, comme si l'océan respirait avec elles. Nayara était là, entre eux, ses petites mains serrant fermement les leurs. Romina d'un côté, Balthazar de l'autre, tous les trois debout devant l'infini, comme si le temps s'était aussi arrêté pour regarder. Romina regarda sa fille, puis son mari. Le visage de Balthazar n'était pas marqué par la douleur, mais par l'épuisement mêlé de soulagement. Les larmes sur son visage brillaient légèrement, reflétant le soleil. Il regardait l'horizon avec les yeux de quelqu'un qui avait enfin compris ce que signifie perdre et gagner en même temps. « Regarde-la, Balthazar, » dit Romina, la voix tremblante. « Elle est en vie. » Il regarda Nayara, prit une profonde inspiration et acquiesça. Oui, sa voix se brisa, et je pense que nous sommes aussi revenus à la vie avec elle. Romina sourit et pleura en même temps. On était sur le point de tout perdre, et maintenant, le monde semble plus beau. Balthazar passa son bras autour de ses épaules et la serra contre lui. Elle posa sa tête sur sa poitrine. Le bruit de la mer se mêlait à leur respiration à tous les trois. Nayara les regardait en silence, les yeux brillants. Romina essuya le visage de sa fille et murmura « Tu nous as appris à voir la vie différemment, mon amour. » Balthazar leur prit fermement les mains à toutes les deux. On a passé tellement de temps à courir, à se battre contre le monde, et au final, il suffisait juste de s'arrêter et de respirer ensemble. Il lui fit un petit sourire sincère. Je pense qu'on a appris maintenant. Le vent souleva les cheveux de Nayara et fit bouger sa robe. Elle se tourna pour regarder son père, puis sa mère. Son regard disait tout sans un mot. C'était un merci, un « je suis là », un « je t'aime ». Romina embrassa le front de la petite fille. « Je t'avais promis que tu verrais la mer. » Et nous y voilà. Les larmes revinrent, mais elles étaient douces cette fois. « On a réussi, mon amour. » Balthazar les serra toutes les deux dans ses bras, sans se presser, dans une de ces étreintes qui ne demandent rien en retour, qui existent simplement. « Je t'aime, Romy », murmura-t-il près de son oreille. « Et je t'aime, ma fille. » Romina ferma les yeux, le visage contre son épaule. « Je t'aime aussi, plus que je ne peux le dire. » Tous les trois restèrent ainsi un moment, sentant le vent, la chaleur du soleil, le sable froid sous leurs pieds, un câlin qui semblait recoller tous les morceaux brisés. La douleur qui avait été si intense se mêlait maintenant à de la gratitude. C'était comme si tout ce qu'ils avaient traversé leur rappelait que l'amour était toujours ce qui faisait tourner le monde. Balthazar leva les yeux vers le ciel, les yeux remplis de larmes. « Dieu a été bon avec nous », dit-il d'une voix rauque et sincère. « Très bon », acquiesça Romina sans lâcher sa main. « Oui, et on ne l'oubliera jamais. » Les vagues se brisaient de plus en plus près, mouillant les pieds de Nayara. Elle rit doucement, un son doux, presque timide mais plein de vie, et c'était la première fois depuis longtemps que son rire se faisait entendre entre eux. Romina et Balthazar rirent aussi, s'enlaçant sans rien dire, là, devant la mer. Il n'y avait plus de peur, ni de passé,
seulement cet instant, la famille unie, plus humaine, plus vivante, plus complète. Et alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, ils restèrent là, enlacés, laissant le bruit de la mer emporter le reste de la douleur, ne laissant que l'amour. Cette histoire, qui avait commencé dans un crématorium silencieux, se répandit comme une traînée de poudre. Mais cette fois-ci, c'était un feu d'espoir. Au début, ce n'était qu'une rumeur parmi les infirmières, la fille qui avait pleuré avant d'être incinérée. Puis, elle est devenue une info locale. Et tout à coup, elle était dans tous les journaux, à la radio, à la télé, dans les conversations. Les journalistes sont allés à l'hôpital avec leurs micros, essayant de comprendre l'impossible. Comment quelqu'un pouvait être déclaré mort et revenir à la vie quelques minutes avant d'être incinéré? Ils ont posé des questions et personne ne savait quoi répondre. Ils savaient seulement que ça s'était produit, que c'était réel. Romina et Balthazar, encore effrayés par tant d'attention, ont essayé de protéger leur fille de toute cette agitation. Nayara, plus forte maintenant, restait dans sa chambre à lire, à dessiner et parfois à sourire timidement lorsqu'elle voyait sa propre photo dans les journaux. Elle ne comprenait pas vraiment ce que le monde voyait en elle. Dehors, une foule de gens ordinaires déposaient des fleurs à la porte de l'hôpital. Des mamans, des papas, des grands-parents, des enfants. Certains apportaient des lettres manuscrites disant « Merci Nayara de nous rappeler que la vie est sacrée ». D'autres laissaient des jouets, des cœurs en papier et des bougies allumées. Le docteur Marc, qui n'avait jamais été fan des caméras, s'est retrouvé propulsé au centre de toute cette agitation. Un journaliste l'a abordé dans le couloir, son micro tremblant d'émotion. « Docteur, vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait? Vous avez sauvé une fille que le monde avait déjà abandonnée. » Marc a pris une profonde inspiration, a ajusté sa blouse et a répondu simplement « J'ai juste écouté ce que disait son cœur, et son cœur parlait encore. » Cette phrase a fait la une des journaux. « J'ai écouté son cœur », pouvait-on lire à la une d'un journal national. Cela a suffi pour toucher le cœur de tout le pays. Quelques jours plus tard, le ministère de la Santé a annoncé une réunion d'urgence. Des médecins légistes, des ministres et des spécialistes se sont réunis pour discuter du cas. Les journaux ont retransmis la réunion en direct. Marc a été invité. Il ne voulait pas y aller, mais il y est allé. Il s'est assis à la table devant les politiciens en costume et a tout raconté sans crainte. « Oui, elle était froide », a-t-il dit d'une voix ferme, sans discours préparé. Mais elle n'était pas morte. Le corps humain peut parfois être trompeur. Le cœur a juste besoin de plus de temps. Un silence envahit la pièce. L'un des ministres demanda « Et que suggérez-vous, docteur Marc ?» Il prit une profonde inspiration. « Ne nous précipitons plus jamais pour abandonner quelqu'un, » dit-il. Il regarda tout le monde. Aucun corps ne devrait être libéré sans avoir été examiné attentivement, calmement, respectueusement, humainement. Tout le monde acquiesça. Un technicien nota tout. Quelques jours plus tard, cela deviendrait un document officiel, le nouveau protocole, la loi Nayara, comme les gens l'appelaient désormais dans tout le pays. Les cas de décès par hypothermie ou pour des causes suspectes devraient faire l'objet d'une observation prolongée avant de confirmer le décès. C'était le premier protocole national basé sur un miracle. La nouvelle se répandit dans le monde entier. Des médecins d'autres pays ont appelé, désireux de comprendre ce qui s'était passé. Le cas de Nayara est devenu un exemple dans les universités. Les étudiants en médecine ont entendu son nom en cours et beaucoup ont dit, émus, que sans elle, on n'aurait peut-être jamais réfléchi à 2 fois. Pendant ce temps, l'hôpital changeait. Aujourd'hui, JIS a commencé à faire don de nouveaux équipements, de respirateurs et d'appareils modernes pour détecter les signes vitaux. Des hommes d'affaires, des artistes et des gens ordinaires se sont unis pour aider. Un homme riche, vêtu d'un costume coûteux et les larmes aux yeux, est arrivé un jour à la réception et a dit au directeur « J'ai une fille qui est partie il y a des années. Si cet hôpital avait pris les mêmes précautions, elle serait peut-être encore là. » Il a fait un don important au nom de Nayara. Romina a pleuré en apprenant la nouvelle. Balthazar est resté silencieux, le chapeau à la main, ne sachant pas quoi dire. L'hôpital avait désormais un nouvel étage dédié aux urgences rares, et sur le mur principal, une plaque dorée disait « La vie parle en silence. Nous devons l'écouter. Nayara Lopez, 2025. » Tout le pays a appris quelque chose de cette fille qui a failli partir avant l'heure. Elle n'a pas seulement sauvé sa propre vie, elle a sauvé celle d'autres personnes qu'elle ne connaîtrait jamais, des gens qui, peut-être un jour grâce à elle, auraient le temps de respirer à nouveau. Nayara ne comprenait pas l'ampleur de tout cela, mais parfois, dans sa chambre d'hôpital,
Elle regardait les fleurs à la fenêtre et disait doucement, le regard perdu à l'horizon, « Maman, la mer est grande, n'est-ce pas ?» Romina souriait en lui caressant les cheveux. « Oui, ma fille. Et maintenant, il y a un petit bout de toi là-bas et un petit bout de la mer ici, en toi. On va encore voir la mer des milliers de fois. » Et à ce moment-là, Romina a compris. Sa fille avait changé le pays, mais plus que ça, elle avait appris à tout le monde ce que ça veut dire d'écouter avec ses oreilles, avec son cœur et avec son âme. Une fille, un cri, une larme, et le monde entier a commencé à voir la vie différemment. La chambre était désormais simple, baignée de soleil. Les fleurs à la fenêtre commençaient à se faner, mais Romina prenait soin de les changer chaque semaine. La mer n'était plus devant eux, mais son souvenir vivait dans tout, dans le bruit du vent, dans l'odeur des coquillages sur l'étagère et dans la photo encadrée qui se trouvait juste à côté du lit. C'était une photo de Nayara devant l'océan, les cheveux détachés, le regard perdu dans les vagues, un léger sourire serein. Elle ne parlait toujours pas beaucoup. Les mots venaient lentement, 1 ou 2 par jour, et parfois, elle disait tout avec un simple regard. Mais elle vivait pleinement. Elle vivait. Les jours étaient lents, simples et pleins de vie. Chaque matin, avant le lever du soleil, Nayara se réveillait, s'installait dans son fauteuil et restait là, tranquille, à regarder la photo. Elle touchait le verre avec ses doigts et laissait son regard se perdre dans le bleu. C'était comme si elle parlait à la mer à sa manière, sans bruit, seulement avec son cœur. Romina l'observait toujours de loin, en silence. Un jour, elle lui a demandé doucement « Tu penses à la mer, ma chérie ? On prévoit d'y retourner. » Nayara a lentement tourné son visage et a souri. Elle n'a pas répondu. Elle a juste montré la photo et a fait un petit geste avec sa main sur sa poitrine, comme pour dire « ici, à l'intérieur ». Romina a compris. Balthazar est entré dans la pièce, prêt à partir, mais il s'est arrêté en voyant la scène. Il s'est appuyé tranquillement contre la porte et a dit avec enthousiasme « Je crois que la mer vit en elle maintenant ». Romina a souri, les larmes aux yeux, et a répondu « Elle y vivra pour toujours ». Le silence a envahi la pièce pendant quelques secondes, seulement rompu par le bruit du vent qui entrait par la fenêtre, agitait les rideaux et effleurait doucement la marque sur la photo. Nayara leva les yeux et fixa l'image. Une larme coula lentement, silencieusement, comme la première, mais cette fois-ci, c'était différent. C'était une larme de vie, et là, dans ce moment simple, se trouvait le miracle, l'amour, la renaissance. Elle avait survécu, et d'une certaine manière, elle avait appris au monde à respirer à nouveau. Si cette histoire t'a touché, écris « Mère » dans les commentaires et abonne-toi pour recevoir d'autres histoires similaires. Attrapons ensemble le prochain miracle. Avant de partir, n'oublie pas de regarder les vidéos à l'écran, elles sont faites pour toi.